Jin Seo-won était un ancien soldat de 23 ans avec un plan simple, étudier dur, obtenir son diplôme et enfin rattraper la vie qu'il avait manquée pendant son service militaire. La plupart de son temps libre était consacré à Loyal Ground, un jeu de bataille royale de survie où il avait atteint le top 10. Mais même ainsi, il savait qu'il était temps d'arrêter et de se concentrer sur l'avenir. Mais un matin, alors qu'il se rendait à l'université comme d'habitude, tout a changé. Soudain, une lueur violette apparaît derrière lui et enveloppe complètement tout son corps. Avant qu'il ne puisse réagir, il disparaît de la surface de la planète, ne laissant derrière lui que son sac. Notre garçon se réveille dans un monde étrange, entouré de toutes sortes de personnes qui parlent une langue bizarre. En regardant autour de lui, la seule question qui lui vient à l'esprit est « Où diable est-il » Quelques instants plus tôt, il a été aspiré dans un espace sombre et s'est demandé si c'était une punition pour avoir étudié. Il se réveille soudainement au son de personnes qui se disputent et se battent autour de lui. Pour lui, il semble que ce soient tous des cosplayers puisque la plupart d'entre eux semblent venir de temps anciens ou de romans. Alors qu'il se demande où il est, il entend une voix dans sa tête annonçant que 100 joueurs ont été détectés, et que le système va maintenant commencer son installation. Une fois le système installé avec succès, il peut maintenant comprendre ce que disent les autres personnes. Certains d'entre eux semblent être dans le même état de confusion que lui, tandis que d'autres se battent comme s'ils étaient des ennemis jurés. Ses yeux tombent sur un mage elfe qui demande au roi démon si c'est lui qui les a amenés dans cet endroit. Le démon rit et dit qu'il voulait lui demander la même chose. Cependant, cela n'a pas d'importance puisque tout le monde est destiné à s'agenouiller devant lui. Le mage se met en colère en entendant cela et prépare son attaque, promettant de détruire tout le royaume des démons. Il le frappe avec une puissante frappe de foudre, mais à sa grande surprise, le roi démon est toujours indemne. Même le roi démon est confus qu'il soit encore en vie après avoir encaissé le coup direct de son sort magique. Pendant que les deux continuent à se disputer, notre garçon réalise que c'est trop réaliste pour être un rêve. Soudain, le système annonce le début de leur jeu. Selon les paramètres du jeu, la difficulté a été réglée sur facile, et leur objectif est d'atteindre le top 90. Ils joueront sur une carte appelée Capitale du Royaume du Roi et recevront des récompenses s'ils atteignent le top 10. Le système les informe également qu'ils ne subiront aucun dommage tant qu'ils seront dans la salle d'attente. Seo-won regarde l'hologramme devant lui et se demande si c'est la carte du jeu. Pour les nouveaux joueurs, le système explique brièvement le jeu, leur disant qu'il se déroulera pendant 100 jours avec la zone de la carte devenant légèrement plus petite chaque jour qui passe. Pour tous les zoomers, c'est en gros Fortnite. Le système poursuit en expliquant que les joueurs subiront des dégâts s'ils se trouvent en dehors de la zone limitée, et que le jeu se terminera avec une seule personne debout. Une fois que quelqu'un meurt dans le jeu ou s'il est terminé, il retournera dans son monde d'origine. De plus, les joueurs qui n'atteignent pas le top 90 ne seront plus autorisés à participer à ce jeu. Après avoir expliqué toutes les règles, le système les informe qu'ils seront déposés à un endroit qu'ils choisiront en utilisant le regard d'Arga. En entendant tout cela, notre garçon se demande s'il est vraiment en train de rêver de Loyal Ground en ce moment. Il passe devant tous les autres joueurs, réalisant qu'il pourrait mourir. Cependant, il veut aussi survivre et gagner les récompenses. Au moment où il y pense, quelqu'un l'interpelle et interrompt ses pensées. Le gars porte une énorme épée et veut savoir d'où il vient puisqu'il ne cesse de regarder autour de lui. Notre garçon reste silencieux avec un sourire narquois sur le visage, ce qui met le gars en colère, et il lui demande pourquoi il rit. Seo-won lui montre son majeur en pensant qu'il rit parce qu'il a été mis dans un rêve aussi amusant. De plus, avec sa connaissance de Loyal Ground, il peut vaincre des idiots comme lui sans transpirer. Le jeu commence enfin, et tous les joueurs tombent du ciel. Le MC remarque que la plupart des joueurs essaient de se poser dans des endroits bondés avec plus d'objets, mais il décide de jouer la sécurité et de se poser à la périphérie de la carte. Après avoir regardé autour de lui pendant un moment, il trouve enfin un endroit convenable pour atterrir. Peu après avoir atterri, il commence à ressentir un certain mal des transports et entend un bruit à proximité. Il commence à transpirer et se demande s'il n'a pas remarqué que quelqu'un d'autre a atterri avec lui à cause du mal des transports. Quel que soit le cas, il sait que la meilleure chose à faire est de trouver une arme pour pouvoir au moins se défendre. Il se précipite et ferme la porte derrière lui, se demandant si c'est le type à l'épée qui l'a provoqué plus tôt. En regardant par la fenêtre, il réalise que ce devait être le vent puisque le bruit a presque cessé. Cela lui donne l'occasion de fouiller la maison à la recherche d'objets. En se promenant, il tombe au hasard sur une arbalète lourde et la ramasse. Grâce à la physique du jeu, il apprend instantanément à utiliser l'arbalète après l'avoir équipée. Il a également servi dans l'armée en tant que sergent, donc ce n'est pas vraiment difficile pour lui. Pour tester sa nouvelle arme, il la pointe sur un pilier en bois à proximité. Dès qu'il appuie sur la gâchette, l'impact le renvoie en arrière, et l'arbalète brise complètement tout le pilier, frappant celui qui se trouve derrière. Il réalise que cela pourrait être assez utile s'il apprend à l'utiliser correctement. Ensuite, il a essayé de chercher d'autres armes, mais il est revenu les mains vides. Il a décidé d'aller ailleurs. La carte est encore grande. Donc, s'il ne rencontre pas d'ennemis au début, il peut farmer en toute sécurité pour obtenir plus d'objets.
Sa recherche le mène à une autre maison abandonnée où il trouve un parchemin de guérison. Le système l'informe qu'il peut guérir ses blessures en déchirant le parchemin. Il se dit qu'il a besoin de plus d'objets de récupération et d'un sac pour tout transporter. Soudain, il remarque un livre qui brille sur l'étagère derrière lui. Il s'avère qu'il s'agit du livre d'arts martiaux Black Star Chipalm, qui permet aux joueurs de projeter des armes cachées à travers leurs doigts. Le système lui demande s'il veut apprendre le livre, et il le confirme, se demandant si cela va lancer un tutoriel. À sa grande surprise, toutes les informations du livre affluent dans son esprit en quelques secondes. Il fixe ses mains pendant un moment, puis ramasse une fourchette pour tester la nouvelle compétence. Alors qu'il la lance, la fourchette perce le mur devant lui presque comme un couteau. Notre garçon laisse échapper un sourire confiant en réalisant qu'il a appris une technique d'arts martiaux. En retirant la fourchette du mur, il se dit qu'il doit aussi y avoir des livres de magie plus qu'il y a des livres d'arts martiaux. Quoi qu'il en soit, il est convaincu que ce jeu, Cloyd Survival, et Loyal Ground sont les mêmes. Après avoir cherché l'objet partout, il décide qu'il est temps d'aller ailleurs. Le jour se transforme en nuit alors qu'il cherche un nouvel endroit. Finalement, il tombe sur une maison dont l'une des lumières est encore allumée. Il a un peu peur en réalisant que c'est soit un objet caché rare, soit un autre joueur. Lentement, il commence à avancer à l'intérieur en faisant le moins de bruit possible. Notre garçon ne sait toujours pas si la personne à l'intérieur est bonne au jeu ou non. En se cachant près des escaliers, il essaie de se faire une idée de leur position, mais il n'entend rien. Cela lui fait se demander si le joueur se cache au deuxième étage, et il commence à planifier une embuscade en utilisant son arme et les paumes bon marché de l'étoile noire. De cette façon, même s'ils sont bons au jeu, il pourrait avoir une chance. Il monte lentement avec son arbalète pointée vers l'avant, mais à sa grande surprise, il ne peut voir qu'une lanterne sans aucun joueur en vue. Cela peut encore être un piège, alors il ouvre brusquement les portes de l'une des pièces à proximité, mais la trouve vide. Réalisant finalement qu'il s'était ridiculisé, il s'est laissé tomber au sol. Cependant, il est aussi un peu soulagé de n'avoir trouvé aucun joueur à l'intérieur. En cherchant des objets, il trouve une bague brillante qui augmente la force d'un joueur de 20 lorsqu'elle est portée. Dès qu'il met la bague, son corps commence à se sentir beaucoup plus fort, et l'arbalète sur son dos est également beaucoup plus légère maintenant. Réalisant qu'il peut augmenter sa force, il devine qu'il doit y avoir d'autres statistiques aussi. Alors il ouvre sa fenêtre de statistiques et découvre que ses propres statistiques sont plutôt pathétiques. Il remarque qu'il a la classe d'arts martiaux et se demande si c'est à cause du livre qu'il a appris. Pourtant, c'est une énorme amélioration par rapport à ce qu'il avait quand il a atterri. Il décide de fouiller le reste de la propriété et trouve une bague de sous-espace. C'est exactement ce dont il a besoin car cela lui permet de stocker ses objets dans un sous-espace. Tout ce qu'il a à faire, c'est de toucher la bague et de penser au mot sous-espace. Il peut également la toucher avec son autre main en pensant à l'objet pour le sortir. C'est un peu étrange à utiliser, mais c'est quand même utile car il n'a pas besoin de transporter un sac. Après avoir stocké tous ses objets dans le sous-espace, il commence à penser aux joueurs restants. En allant dans l'interface, il regarde les survivants restants pour découvrir qu'il reste encore 99 joueurs. Siwoon avait prévu de farmer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 90 personnes, mais il est assez content de ses objets et de ses capacités, alors il décide de passer à autre chose pour l'instant. Même s'il semble logique d'attendre la lumière du soleil, il décide de se déplacer la nuit car il y aura moins de monde dehors. Il peut simplement passer inaperçu et farmer dans un autre endroit avant le matin. En se déplaçant dans la forêt, il réalise qu'il ne se sent pas fatigué. Cependant, il ressent toujours la faim et la soif, ce qui le fait se demander s'il y a de la nourriture dans la ville. Selon la carte qu'il a vue, la nourriture devrait être juste à l'extérieur de la forêt, mais il ne parvient pas à localiser les maisons. Pendant qu'il réfléchit, il entend soudain un grognement derrière lui et, sans même se retourner pour voir ce que c'est, il court en avant pour trouver un endroit où se cacher. Alors qu'il jette un coup d'œil en arrière, un énorme loup-garou apparaît juste devant lui. Le loup-garou essaie de le taillader avec ses griffes, mais il est assez rapide pour esquiver et s'enfuit. Il s'avère qu'il doit non seulement se méfier des autres joueurs, mais aussi des monstres. Il court frénétiquement vers l'abri le plus proche car il ne veut pas mourir à cause de monstres ringards alors qu'il est un pro à ce jeu dans la vraie vie. Son cœur bat à une vitesse incroyable alors qu'il se cache à l'intérieur de la maison, se demandant ce qu'il devrait faire ensuite. Les loups-garous suivent son odeur jusqu'à la maison, et il sait qu'ils finiront par le trouver. Par conséquent, il décide d'être le premier à attaquer et tire sur l'un d'eux directement dans la tête avec une flèche. Le tir à la tête en tue instantanément un, mais l'autre charge soudainement la maison. Le loup-garou lacère la porte et lui coupe légèrement le visage. Sans endroit où s'échapper, il recule un peu et tire sur le monstre. Cependant, celui-ci a des réflexes rapides, alors il utilise ses mains pour se protéger de la flèche et lui saute dessus avec rage. Avec l'énorme monstre à quelques centimètres de lui, il se demande si c'est la fin. Soudain, quelque chose se déclenche en lui, et il sort un poignard de son sous-espace, le lançant rapidement sur le loup-garou en utilisant sa technique d'arts martiaux. L'impact est si fort qu'il crée un véritable trou dans le corps du loup-garou. Même avec le monstre mort,
il ne pouvait toujours pas contrôler ses nerfs car il pensait vraiment qu'il allait mourir. Il s'assoit tout en étant reconnaissant d'avoir caché le poignard dans son sous-espace. Sinon, il serait mort à cause de monstres aléatoires dans le jeu. Un sac brillant sur le sol le distrait de ses pensées, et il se demande s'il s'agit du butin des monstres. Il s'avère que c'est de l'eau et de la viande séchée, ce qui lui fait réaliser qu'il peut chasser des monstres pour se nourrir. Tout en mangeant, il commence à se promener dans la maison à la recherche de quelque chose d'utile lorsqu'il tombe sur une pièce d'armure qui ressemble à un gilet pare-balles de Loyal Ground. L'armure s'adapte immédiatement à sa taille tout en augmentant sa résistance contre le feu et la magie du vent. Cela rend sa construction beaucoup plus dynamique, et il commence à chercher autre chose. Juste au moment où il pense qu'il ne trouvera rien, il donne accidentellement un coup de pied dans un morceau de tissu caché. Il s'avère que c'est une cape de nuit qui accorde l'invisibilité pendant la nuit si une personne reste immobile. C'est un excellent objet pour lui car cela signifie qu'il peut se déplacer la nuit sans être vu. Il était un peu confus au sujet de cette maison, mais il s'est avéré que c'était un bon endroit pour Farmer. En sortant, il se rend compte qu'il n'a encore vu aucun joueur, ce qui pourrait être lié à son point d'atterrissage. Son souhait est exaucé dès qu'il entend quelqu'un courir au loin. Le gars semble être gravement blessé et parle de ne pas avoir le temps d'utiliser un objet. Notre garçon est toujours caché dans les arbres, suivant chacun de ses mouvements. Il pense à l'éliminer, mais pour une raison quelconque, ses mains commencent à trembler car il est sur le point de tuer une autre personne. Pendant qu'il se dispute avec sa propre moralité, un mage apparaît derrière et achève le gars en utilisant son sort de flamme. Seowon est sans voix alors qu'il voit un homme se faire brûler vif devant lui. Tout ce qui reste de l'homme est un coffre contenant son butin, ce qui fait se sentir un peu mieux notre garçon car il se souvient que ce n'est qu'un jeu. Le mage marche juste devant lui, parlant de la façon dont le gars voulait voler ses objets. Le MC est choqué car il l'ignore complètement et passe devant. Pendant que le mage est occupé à prendre tout le butin, notre garçon se rend compte que la personne qu'il vient de tuer était quelqu'un comme lui. Il pourrait même être le prochain gars qui se fera tuer par le mage. Au moment où il hésite, quelqu'un le tuera et prendra son butin. Avec toutes ses pensées en tête, Siwoon tire une flèche sur le mage. Malheureusement, le mage a un bouclier qui l'entoure, donc la flèche ne passe pas à travers. Il a un peu peur d'attirer un autre joueur et commence à reprocher au gars d'être trop bruyant. Sans avertissement, le MC tire une autre flèche qui endommage davantage le bouclier. Le mage sait que si cela continue, il pourrait perdre le bouclier et mourir. Il utilise au hasard son sort de flamme pour essayer de lui faire peur, mais cela ne fonctionne pas. La flèche suivante perce le bouclier, le détruisant complètement. Avec cela, le mage commence à paniquer et essaie frénétiquement de lancer un autre sort. Cependant, avant qu'il ne puisse finir de le lancer, un poignard vole dans sa tête, le tuant sur le coup. Seowon montre enfin son visage, réalisant qu'il a gagné. Il sait qu'il doit partir d'ici dès que possible car plus de joueurs pourraient venir ici en suivant les flammes. Alors qu'il emporte leurs deux objets, il remarque un collier en or et une pierre circulaire. La pierre permet à un joueur d'utiliser des sorts magiques, et cela lui rappelle le gars qui regrettait de ne pas avoir eu le temps d'utiliser un objet, pensant qu'il parlait peut-être de cette pierre. Il sourit et dit qu'il l'utilisera à bon escient en son nom. Cependant, il ne peut pas simplement tester tous les objets ici, alors il décide d'aller dans un endroit sûr. Après avoir trouvé une cachette, il ramasse la pierre, et le système l'informe qu'il ne pourra pas bouger pendant 3 heures après avoir utilisé l'objet. Notre garçon passe tout son temps immobile dans la douleur, mais le résultat de son dur labeur en vaut vraiment la peine. Il a maintenant la classe de mage mentionnée devant sa classe d'arts martiaux. Cela signifie qu'il peut aussi utiliser la magie. En pensant aux 2 joueurs décédés hier, il décide de vérifier le survivant restant. Ce qu'il voit le surprend car le nombre de survivants a diminué de près de 50, et il ne reste plus que 45 joueurs. Apparemment, un joueur nommé Nam Sagwang domine tout le lobby. Mon gars Smurf un Fortnite antique. La scène change vers un autre lieu il y a 3 heures, où nous voyons le gamin Sagwang harceler un autre joueur. Le gars le supplie de ne pas le tuer car il veut atteindre le top 90, mais notre garçon n'est pas là pour laisser quelques kills faciles. Il farme un peu l'aura en ignorant complètement ses objets et se demande si les joueurs du lobby reconnaissent son nom maintenant. Nous sommes maintenant au 3e jour du jeu de survie, et Siwoon se réveille pour voir que le nombre de survivants est tombé à 45 joueurs. Tout le tableau des scores est rempli du nom de Sagwang, donc notre garçon sait qui il doit éviter. Il se rend soudain compte qu'il pourrait être capable d'atteindre le top 10 si les joueurs continuent de mourir comme ça. Avant que le jeu ne commence, le système a annoncé que les 10 meilleurs joueurs recevraient une récompense, et il a commencé à se demander ce que cela pourrait être. Pendant qu'il est occupé à réfléchir, il se rend compte qu'il y a un tueur qui court, alors il devrait rapidement terminer sa recherche et continuer à avancer. Puisqu'il a utilisé le cercle magique plus tôt, il peut maintenant sentir un pouvoir venant de l'intérieur de lui, et il suppose que c'est probablement du mana. Pour tester sa nouvelle capacité, il sort le livre de magie qu'il a trouvé hier et l'utilise pour apprendre le sort directement dans sa tête. Ensuite, il récite le sort et crée 4 boules magiques dans l'air. Cela semble un peu décevant, et il jette distraitement les boules en pensant qu'elles sont inutiles. Cependant, lorsque les boules entrent en contact avec le mur,
elle provoque une énorme explosion qui le détruit. Cela lui fait réaliser qu'il peut utiliser ce sort après tout. Soudain, son corps commence à se sentir fatigué parce qu'il est à court de mana. Avec le temps, la carte devient de plus en plus petite, mais il reste toujours sur les bords pour éviter de rencontrer des joueurs. De plus, la moitié d'entre eux sont déjà morts, donc ses chances d'en rencontrer un sont déjà assez faibles. Pourtant, il sait qu'il doit se dépêcher et finir de farmer avant que la carte ne devienne encore plus petite. Pendant qu'il se rend à sa prochaine destination, un vieil homme le traque depuis un arbre et trouve ses mouvements intéressants. Quelques heures plus tard, Seo-won atteint enfin son prochain lieu de farming et remarque un tas de coffres pillés. Réalisant que quelqu'un est à proximité, il se retourne soudainement et fait exploser la zone avec son sort de boule de vent. Une explosion détruit l'entrée du bâtiment, mais il s'avère que c'est une fausse alerte car personne ne semble être là. Juste à ce moment-là, il remarque une traînée de sang sur le mur à l'intérieur, réalisant qu'un joueur pourrait être blessé. Cependant, puisqu'ils ont survécu jusqu'à présent, il suppose que c'est probablement quelqu'un de fort. Avec ses pensées en tête, il décide de ne pas prendre de risques et quitte l'endroit. Son intuition s'avère correcte car il y a en fait un joueur blessé caché à l'intérieur. Le joueur le regarde partir et sort en pensant qu'il aurait pu le tuer s'il n'avait pas été blessé. Avant qu'il ne puisse piller l'un des coffres à l'extérieur, une flèche perce sa tête et le transforme en l'un de ses coffres. Notre garçon vient de jouer un petit tour appelé à pâter un adversaire et a obtenu un autre kill. Juste au moment où il pense à partir, le vieil homme apparaît derrière lui et dit qu'il a l'air plutôt doué. Cela lui fait une peur bleue, mais le vieil homme l'assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisqu'il est là juste pour poser quelques questions. Seo-won est toujours secoué et lui demande qui il est, mais au lieu de lui donner une réponse, le vieil homme lui demande s'il saurait qui il est même s'il le lui disait puisqu'ils viennent tous de vies différentes. Sa façon de parler calme un peu notre garçon, et il semble être différent de tous ceux qu'il a rencontrés jusqu'à présent. Le vieil homme lui demande s'il a déjà participé à ce jeu et révèle qu'il le traque depuis un certain temps, remarquant qu'il s'est adapté au jeu assez rapidement. MC se demande comment il n'a pas pu remarquer le vieil homme le suivre et mentionne que c'est sa première fois dans ce jeu, mais qu'il a joué à un jeu similaire dans son propre monde. Le vieil homme est curieux au sujet du jeu, mais il commence à faire nuit, donc ils ont probablement besoin de se déplacer dans un endroit sûr. Il lui demande si la lune dans son monde est aussi grande que la lune dans ce jeu. Seo-won lève les yeux et réalise qu'il n'avait jamais remarqué la lune auparavant. Elle est en fait beaucoup plus grande que la lune chez lui, et c'est la même chose pour le vieil homme. Il ramène la conversation sur le jeu et lui demande s'il peut lui en dire plus. Notre garçon lui dit qu'il pourrait se faire attaquer s'il continue à parler ici, et le vieil homme est d'accord, suggérant qu'ils aillent ailleurs. Cependant, MC est toujours un peu inquiet d'être tué par lui, alors il demande une assurance. Le vieil homme lui dit simplement qu'il sait déjà qu'il ne le tuera pas et l'attrape soudainement en se déplaçant à une vitesse incroyable. Les deux traversent toute la forêt en un instant, s'arrêtant au sommet d'un arbre. C'est à cet endroit que MC commence à tout expliquer sur le jeu. Le vieil homme semble intrigué par ses paroles et dit que son monde ressemble à un endroit magique. Seo-won lutte pour garder l'équilibre et mentionne que c'est un endroit d'une civilisation très avancée. Le vieil homme dit que ça doit être la raison pour laquelle il a été capable de s'adapter si vite à ce jeu aussi. Il révèle qu'il est avec lui depuis le moment où il est apparu. Au départ, il avait prévu de profiter de l'air frais sur les hautes montagnes pendant toute la durée du jeu, mais il s'est intéressé à sa façon de jouer à ce jeu. Le vieil homme lui assure qu'il a seulement décidé de lui parler parce qu'il était curieux de savoir pourquoi ils ont été amenés ici, et qu'il ne veut pas lui faire de mal. Seo-won révèle qu'il n'a aucune idée de pourquoi ils ont été amenés ici puisque le jeu dans son monde n'est joué que pour le plaisir, et personne ne meurt vraiment. Dans ce cas, il n'a aucune idée des motifs de ces êtres surnaturels qui les ont enlevés de leur monde. Après une pause, il dit qu'il est confiant qu'il pourrait leur donner une récompense à la fin. Quand le vieil homme lui demande de quoi il parle, il mentionne que les joueurs ne meurent pas vraiment quand ils sont tués dans le jeu. Cela signifie probablement qu'ils sont renvoyés dans leur monde d'origine avec un rang basé sur leur performance dans le jeu. Les récompenses qu'ils reçoivent pourraient être les objets qu'ils ont collectés pendant le jeu. En entendant cela, le vieil homme lui demande s'il parle des choses sur son corps. Seo-won déclare en outre qu'il pourrait même être capable de ramener les techniques d'arts martiaux qu'ils apprennent ici. Ce n'est peut-être pas grand-chose pour le vieil homme, mais pour d'autres qui luttent, ça peut changer leur vie. Le vieil homme lui demande pourquoi il pense que sa vie est sans difficulté. À cela, MC lui dit qu'il ressemble à un maître d'arts martiaux avec des milliers de disciples dans son monde. Donc, comparé à lui, il n'a rien dans sa vie d'origine. Cela le fait rire, et il lui demande pourquoi il continue à agiter ses doigts en l'air. La nuit se transforme en jour alors que notre MC continue d'enseigner au vieil homme toutes les règles et astuces du jeu. Il le dépose dans un endroit sûr et s'excuse de lui avoir pris trop de temps. Avant de partir, il lui demande s'il veut quelque chose en retour pour tout ce qu'il a fait pour lui. Sans perdre une seconde, Seo-won lui demande s'il peut apprendre ses techniques d'arts martiaux. Le vieil homme le regarde avec une expression sérieuse et révèle que ce n'est pas impossible. Cependant, il devrait se préparer au pire, et par pire, il entend la mort. Selon lui, pour réussir en dehors des moyens traditionnels, il faut payer un prix élevé. Après avoir terminé son discours dramatique,
Seo-won lui rappelle que personne ne meurt vraiment dans ce jeu. Cela ramène le vieil homme à la réalité, et il dit qu'il pourrait être possible pour lui d'utiliser cette méthode. Notre garçon lui demande avec impatience s'il est possible pour lui de devenir plus fort, et il dit que ça vaut la peine d'essayer. La première chose qu'il doit faire est de vérifier la quantité d'énergie qu'il a. Pour ce faire, le vieil homme pose sa paume sur sa tête et est immédiatement terrifié car il réalise que son énergie intérieure est encore inférieure à celle du chien de sa maison. Pour la défense de notre garçon, il vit dans un monde sans magie ni arts martiaux, donc c'est compréhensible. Dans tous les cas, le vieil homme lui demande de s'asseoir en position du lotus et commence le processus. Il l'avertit qu'il ressentira une douleur proche de la mort et qu'il ne pourra pas bouger. Tout ce qu'il peut faire est d'endurer la douleur car il mourra s'il ne le fait pas. Alors qu'il commence le transfert d'énergie, Seo-won commence à ressentir tout ce qui l'entoure. Il peut même entendre son propre rythme cardiaque, et chacune de ses respirations ressemble à de la lave entrant dans ses poumons. La douleur est si intense qu'il commence à se demander s'il va vraiment mourir. Il ouvre finalement les yeux après avoir enduré une douleur atroce et sent tout son corps trembler. Le vieil homme lève lentement sa main et lui dit que c'est fini. Il mentionne que son corps n'est pas trop mauvais puisqu'il a réellement enduré la douleur sans mourir. Maintenant qu'il a corrigé le flux de son chi, son corps sera différent d'avant. Seo-won n'a aucune idée de ce que cela signifie, alors il lui demande ce qu'il doit faire ensuite. Le gars lui rappelle qu'il voulait être plus fort rapidement et révèle qu'il a un peu éloigné son âme et créé une porte inspirante dans cet espace. Normalement, les gens ne peuvent absorber le QI qu'en utilisant des techniques de respiration. Cependant, grâce à l'espace vide dans son âme, il peut aussi absorber l'énergie d'autres manières. Les gens sont constitués de 3 choses, le corps, l'esprit et l'âme. Tout cela est maintenu ensemble par le QI de vie. Quand une personne meurt, son QI de vie ne disparaît pas simplement, mais se disperse et est absorbé par la nature qui l'entoure, poursuivant ainsi le cycle de la vie. Cependant, il y a ceux qui considèrent ce cycle comme un gaspillage et préfèrent tuer les autres pour absorber leur QI. Cela ne fonctionne pas toujours car le QI reste dans un état instable, et à la fin, ils perdent soit leurs arts martiaux, soit ils meurent. La technique mentale qu'il vient de graver dans son corps lui permettra d'absorber le QI de vie des personnes qui sont mortes pour augmenter son énergie intérieure. Seo-won s'inquiète en entendant cela et lui demande s'il va aussi mourir. Le vieil homme dit qu'il est un peu différent puisqu'il a réellement modifié son âme pour créer une porte d'entrée pour le QI. De plus, il n'a pas vraiment d'énergie intérieure, donc son corps est comme une feuille vierge, et il peut absorber le QI de vie harmonieusement. Enfin, puisqu'ils sont dans un jeu, il peut librement utiliser une technique interdite comme celle-ci puisque personne ne meurt réellement dans ce jeu. Ils retournent simplement dans leur monde d'origine. Afin de survivre, il doit éliminer les autres joueurs et absorber leur énergie. S'il fait ça, il atteindra un niveau phénoménal à la fin des 100 jours. Après avoir partagé sa sagesse et ses techniques insensées, le vieil homme dit au revoir et décide de partir. Seo-won l'arrête rapidement et lui demande son nom. Le vieil homme lui jette un regard sage et révèle que son nom est Jang Do-chan, mais tout le monde l'appelle la vallée profonde qui se tient gentiment. De plus, la technique qu'il vient de lui enseigner s'appelle les arts martiaux physiques blancs. Avant de partir, il lui conseille de se concentrer sur sa respiration car cela l'aidera à accumuler de l'énergie intérieure et à le rendre plus fort. Les deux se disent finalement au revoir, et il part plus vite que le vent. Seo-won commence à penser que s'il peut maîtriser cette technique, il pourrait aussi être capable de se déplacer comme le vieil homme, mais pour l'instant, il doit se déplacer vers le bord de la carte. Le vieil homme l'a emmené au centre de la carte en un instant, mais maintenant qu'il revient à pied, il réalise la véritable échelle de cette carte. La nuit tombe alors qu'il atteint enfin des maisons. L'une d'elles a une lanterne, ce qui le rend méfiant qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Il se dirige rapidement à l'intérieur tout en gardant son arbalète prête. Cependant, il s'avère qu'il n'y a rien, alors il commence à farmer. Malheureusement pour lui, cela ne se passe pas bien non plus, et tout ce qu'il trouve, ce sont des objets inutiles. Dans tous les cas, il décide de se reposer un peu car il se sent trop fatigué. Il se réveille de son sommeil le lendemain matin au son de quelqu'un qui bouge. Sans perdre de temps ni faire de bruit, il prend son arbalète et campe devant la porte. Dès que l'homme l'ouvre, il tire une flèche visant directement sa tête. L'autre joueur semble être un artiste martial qualifié, alors il tranche rapidement la flèche en deux. En même temps, Seo-won utilise sa paume bon marché d'étoiles noires pour lui lancer plusieurs poignards, qui percent avec succès sa défense. Cela suffit à briser son sang-froid, et il est jeté au sol. Notre garçon donne un coup de pied à l'épée hors de sa main et se prépare à empaler la flèche dans sa tête. L'homme sait que c'est fini, alors il commence à supplier pour sa vie et lui offre tous ses objets. Cependant, il est tué la seconde suivante, et Seo-won mentionne qu'il a aussi besoin de survivre. Étonnamment, il peut voir une lueur verte autour du coffre lâché par le joueur. Et à en juger par son apparence, la lueur semble représenter son chi de vie. MC lève sa main et commence à absorber toute l'énergie, ce qui le fait immédiatement se sentir beaucoup plus fort. Même s'il vient d'absorber le chi de vie d'une personne, son corps se sent beaucoup plus léger et plus fort. Il ouvre sa fenêtre pour vérifier ses stats et remarque une nouvelle catégorie présentant son énergie intérieure.
Actuellement, il est à 20 points. Tout cela le rend excité, mais il sait qu'il ne peut pas seulement compter sur les kills pour son énergie intérieure. Il aura aussi besoin d'autres moyens de se renforcer. Pendant qu'il était occupé à collecter du chi, le nombre de joueurs est tombé à 24, et ce n'est que le 5e jour du jeu. Un autre nom apparaît soudainement dans le fil d'élimination, et il s'agit de Nam Saguang. Ce type est un monstre complet, et il continue d'anéantir tous les autres joueurs du jeu. Avec du sang sur le visage, il ouvre le fil d'élimination et remarque le nom de Xiaoun. Cela l'agace un peu car il a aussi vu son nom un peu plus tôt. Pendant ce temps, notre garçon pense qu'il doit éviter Nam Saguang à tout prix. Avec sa force actuelle, il peut à peine combattre les joueurs normaux, et il a beaucoup plus à faire avant de pouvoir affronter cette bête. Il commence à chercher des objets dans le coffre, mais la seule bonne chose qu'il trouve est une potion de troll. Ensuite, il décide de se cacher et de survivre jusqu'à ce que le nombre de joueurs diminue encore. Une semaine plus tard, alors qu'il cherche de la nourriture, il pense à la chance qu'il a eue au début du jeu de ne rencontrer aucun joueur. La seule chose disponible à manger est la viande séchée, et il commence à en avoir marre. Avec seulement 20 joueurs restants, il reste au bord de la carte. Sortir sa main de la zone, même une seconde, fait un mal de chien, ce qui lui fait réaliser qu'il ne pourra pas bouger s'il est laissé pour compte. Pendant toute la semaine, le journal des éliminations n'a montré que le nom de Nam Saguang alors qu'il tuait plus de joueurs. Soudain, notre garçon remarque de la fumée au loin et se demande s'il y a un combat en cours. Pendant ce temps, sur le site de l'explosion, Nam Saguang respire bruyamment. Il est entouré de plusieurs joueurs qui ont tous uni leurs forces pour le tuer. Au lieu d'avoir peur, il rit et dit qu'il leur est reconnaissant de lui faciliter la tâche puisqu'il n'a plus besoin de les chasser maintenant. Son expression est soudainement devenue terrifiante lorsqu'il leur a demandé s'ils étaient également prêts à se faire tuer comme ils allaient le faire avec lui. Notre garçon saute en l'air et attrape sa première cible par le visage, lui écrasant le crâne avec une force incroyable. Au même moment, il arrache la tête d'un autre type, tuant 2 joueurs en une seule seconde. Les autres joueurs commencent à s'inquiéter en voyant sa force, mais pour lui, ce n'est qu'un jeu. Il continue de compter ses éliminations alors qu'il les détruit littéralement en se battant seul. Cela ne ressemble même pas à un combat, mais à un massacre à sens unique. Une fois que c'est fini, le fil d'élimination est inondé de son nom ainsi que des joueurs qu'il vient de tuer. Seowon commence à trembler en réalisant que le type vient de tuer 9 joueurs à la fois. Pendant ce temps, Saguang est dégoûté par le sang sur son visage et par trouver un endroit pour se laver. La nuit, le mage elfe du début du jeu se rend sur les lieux et trouve le bâton, réalisant qu'il appartient à une fille qu'il connaît. Dans son cœur, il fait la promesse de la venger. Au même moment, notre MC se cache dans les buissons, attendant que d'autres joueurs soient éliminés car il est presque dans le top 10. Cependant, il sait que ce ne sera pas si facile sans obtenir de bons objets. Avec cela en tête, il tombe sur un énorme manoir au bord de la zone. Dès qu'il entre, il est hypnotisé par la taille et le design de tout le bâtiment. En cherchant, il trouve une armure de garde, mais ses statistiques ne sont pas assez élevées pour l'utiliser, elle est donc inutile pour lui. En avançant, il trouve un élixir qui augmente l'énergie interne et a une durée d'utilisation de 3 heures. Cela le choque un peu car il réalise qu'il peut augmenter son énergie interne sans avoir à absorber le QI de la vie. Continuant sa recherche, il trouve un livre d'arts martiaux et une cave cachée. Cependant, avant qu'il ne puisse entrer, il est pris dans une puissante explosion et tout l'endroit est détruit. Reprenant ses esprits, il remarque le mage debout devant lui, mais il n'est pas seul cette fois. Il avait initialement ciblé l'explosion sur Nam Saguang, mais mon gars est toujours debout. Il dit au mage d'arrêter de parler et de venir l'affronter à la place. Le mage accepte volontiers le défi, et les deux se préparent à se battre. Pendant ce temps, notre MC regarde tout cela en se cachant dans les buissons. Il n'arrive pas à croire que la personne qui a éliminé la plupart des joueurs de ce jeu n'est qu'un gamin. Alors que les deux titans se font face, le mage frappe en premier et utilise son attaque éclair de style escroc. Cependant, le gamin est juste trop rapide et l'évite facilement. Cela agace un peu le mage, et il lui crie de l'affronter de front, comme il l'a fait avec la fille auparavant. Saguang commence à reconnaître l'incroyable force du mage et devient un peu sérieux. Il est frappé par plusieurs éclairs à la fois, mais il parvient quand même à tous les esquiver et saute vers le mage pour l'achever. Cependant, le mage est juste trop fort et balance son bâton pour déchirer tout son corps en deux. À sa grande surprise, ce corps s'avère être une illusion, et le vrai Saguang est toujours quelque part sur le sol. Notre garçon, Seowon, regarde toujours ce combat incroyable, et il se demande s'il pleut à cause des sorts du mage. Pendant ce temps, le mage devient furieux en réalisant que le gamin est parti, et il ne peut plus détecter sa présence. Il crie et jure de le trouver à tout prix. À une certaine distance de la scène, Saguang s'enfuit avec tout son corps gravement blessé. Il sourit, pensant que le mage a dû le vaincre cette fois, mais il ne le laissera plus s'échapper. Pour l'instant, il doit jouer la sécurité et se rétablir. De retour au manoir, le mage finit par partir après n'avoir senti aucune trace du gamin, et notre garçon survit grâce à sa cape de camouflage. Il sait qu'ils ne reviendront plus ici, alors il sort de sa cachette et trouve sa lampe. Malgré le combat intense,
l'entrée du sous-sol est toujours intacte, alors il décide d'entrer et de chercher des objets. Après avoir descendu les escaliers, il réalise qu'il s'agit juste d'un vendeur de nourriture sans objet en vue. Cependant, il a un peu faim, alors il mange jusqu'à ce qu'il ait l'estomac plein. 1 heure plus tard, il se demande s'il devrait consommer l'élixir maintenant puisqu'il a probablement le temps. Il y a aussi ce manuel d'arts martiaux qu'il avait. La description de la technique dit qu'un homme avec une vie d'expérience dans les combats d'arts martiaux l'a développé après y avoir mis son cœur et son âme. Cependant, il n'a jamais gagné un seul match en utilisant cette technique et est mort d'une vie misérable sans avoir de disciples. Cela met notre garçon un peu dans le doute, mais il décide quand même de s'y tenir car c'est mieux que rien. Avec toutes ses pensées en tête, il choisit de boire l'élixir en premier, s'attendant à la même douleur atroce qu'il a ressentie auparavant. Cependant, son expérience est un peu différente cette fois, et il peut sentir tout son corps se remplir d'énergie. Soudain, son corps commence à chauffer, et il se sent fatigué, ce qui le rend incapable de bouger. Après avoir terminé le processus, il est assez fatigué et va se coucher, pensant à la chance qu'il a eue de ne rencontrer aucun joueur et même de survivre au combat entre un archimage et Nam Sagwang. Il se réveille le lendemain et vérifie le nombre de joueurs pour réaliser que le vieil homme s'est suicidé. Comme il connaît le vieux, il suppose qu'il a dû essayer des méthodes d'entraînement absurdes car il n'y a aucun risque dans ce jeu. La carte commence à devenir encore plus petite, il sait donc qu'il doit bouger car il est allé si loin dans le jeu. Il décide de continuer à utiliser la même stratégie qu'il a maintenue en vie jusqu'à présent. C'est parfait pour quelqu'un comme lui qui n'a pas vraiment de compétences. En se déplaçant dans la forêt, il est soudainement touché par une énorme explosion et parvient à peine à l'esquiver. La puissance explosive pure suffit déjà à dire qui a causé l'explosion. Notre garçon regarde devant lui pour voir l'archimage debout au loin. Le mage a l'air agacé car il pensait avoir senti la présence de Sagwang. Il lui demande s'il peut lui indiquer son emplacement. Sinon, il le tuera sur le coup. Pendant ce temps, Nam Sagwang, qui se cachait derrière le mage depuis le début, sourit en entendant cela. Le mage regarde froidement Siwoon et exige de savoir où se trouve le gamin. Il menace que s'il ne lui donne pas l'emplacement, il n'y a aucune raison de le laisser vivre. Du point de vue du mage, quelqu'un qui n'a pas de réponse est juste inutile. Choqué et frustré, le MC riposte. Il n'arrive pas à croire que le mage fasse une telle demande dès qu'ils se rencontrent. Il insiste sur le fait qu'il n'a aucune idée d'où se cache le type. Ensuite, l'expression de Siwoon se crispe car quelque chose a attiré son attention. Ses yeux s'écarquillent d'alarme lorsque Nam Sagwang apparaît soudainement au-dessus, descendant dans un éclair d'énergie aveuglante. Toujours inconscient de la menace imminente, le mage poursuit sa conversation à sens unique. Il dit qu'il a seulement demandé parce que le MC avait l'air de venir de la même région que le type. Si ce n'est pas le cas, alors il peut juste mourir. Sans avertissement, Nam Sagwang frappe le mage avec un impact retentissant, crépitant d'électricité. Le mage tressaillit, choqué, et réalisa trop tard que le gamin s'était caché à proximité. Avec un sourire confiant, il dit qu'il est complètement rétabli et se moque du mage pour avoir peu de mana. Siwoon regarde avec incrédulité alors que le gamin rugit qu'il en finit maintenant et charge son coup de poing avec une énergie explosive. Le coup de poing atterrit fort, lançant le mage en arrière avec une onde de choc de lumière bleue. Bien que blessé, le mage essaie de rester calme et murmure qu'une attaque aussi basique ne peut pas le blesser. Mais soudain, son visage se tord d'horreur alors que la douleur le traverse et que du sang jaillit de son corps. Nam Sagwang sourit d'un air menaçant. Il demande au mage s'il a déjà entendu parler d'énergie améliorée. Sa main brillante palpite d'une énergie mortelle. Il explique que l'énergie des bras est un art martial rare de l'énergie améliorée, maîtrisé seulement par quelques-uns. Il ne s'attendait pas à l'utiliser dans ce monde, mais le mage est le premier à l'avoir. Il devrait se sentir honoré. Le mage lutte pour respirer, haletant. En une fraction de seconde, Nam Sagwang enfonce son poing électrifié directement dans le corps du mage. Le sang jaillit alors que le mage hurle d'agonie. Comme le type est gravement battu, il lui demande s'il ne lancera plus ses sorts ennuyeux maintenant. Sagwang remarque avec désinvolture que quelqu'un comme le mage aurait pu se hisser dans le top 5 s'il ne s'était pas croisé. De loin, Siwoon regarde toute la scène, stupéfait. Il se sent chanceux que le gamin soit arrivé, mais sait aussi que c'est sa seule chance de s'échapper. Pendant que les deux se battent, il décide de fuir. Juste à ce moment-là, Nam Sagwang frappe à nouveau avec un autre coup de poing brutal et dit au mage de mourir déjà. Une explosion d'énergie secoue le sol. Le sang gicle alors que le corps du mage encaisse le coup. Il est trop faible pour riposter. Nam Sagwang enfonce à nouveau son poing électrifié dans sa poitrine. Siwoon regarde sous le choc. Voir le puissant archimage tomber ainsi l'oblige à tout remettre en question. Puis une pensée dangereuse se glisse dans son esprit, et il se demande à quel point il pourrait devenir puissant s'il pouvait absorber l'énergie vitale du mage. Nam Sagwang se tient au-dessus du mage brisé et se moque de sa confiance passée. Il qualifie son corps de simple cadavre à moitié mort. Puis il demande si le mage a des derniers mots, seulement pour rire, lui rappelant qu'il ne peut même plus parler. Le mage lève les yeux en silence, son visage ensanglanté tordu de douleur. Soudain, Nam Sagwang entend la voix du mage dans son esprit. Par télépathie, le mage révèle qu'Elisabeth, la personne qui l'a tué,
était sa disciple la plus chère. Le gamin s'arrête, confus par la voix dans sa tête. Le mage explique comment Elisabeth avait été expulsée de l'université juste parce qu'elle était une fille. Il regrette de ne pas l'avoir protégée, mais Ségan ricane, affirmant que si elle était une fille, il l'aurait remarqué à moins qu'elle ne ressemble trop à un homme. Un sourire sombre se répand sur le visage du mage. Avec une rage brûlante, il jure silencieusement de fermer définitivement la bouche sale de Sagwang. En entendant cela, l'expression du gamin devient sérieuse alors qu'il exige de savoir ce que le mage vient de dire. À ce même moment, Seo-won voit quelque chose dans le ciel. À la surprise générale, le mage a lancé un puissant sort, et une météorite géante se dirige droit sur eux d'en haut. Sagwang lève les yeux avec incrédulité et crie de colère, incapable de comprendre comment le mage lance encore des sorts. Par télépathie, le mage explique que c'est son sort final qui utilise à la fois le mana et la force vitale. Le sort s'appelle Armageddon. Alors que la météorite s'écrase, le mage parle doucement à Elisabeth, disant qu'il est prêt à la revoir. Il disparaît dans un éclair d'énergie rouge, ne laissant derrière lui qu'un coffre. La météorite frappe avec une force tonitruante, créant une énorme onde de choc qui rase la zone. De loin, un archer elfe regarde en silence. Il voit la magie destructrice et sait exactement qui l'a lancée. De retour au sol, Seo-won gît blessé, se reprochant de ne pas s'être enfui plus tôt. Il cherche à tâtons un élixir de guérison et un parchemin, utilisant les deux aussi vite que possible. La douleur est toujours forte, mais il refuse de mourir. Il sort d'autres parchemins de guérison, utilisant tout ce qu'il a. Après avoir à peine survécu, il se tient parmi la terre déchirée et les parchemins éparpillés. Respirant bruyamment, il dit qu'il peut enfin se détendre pour l'instant. Mais quand il vérifie son journal système, quelque chose ne va pas. Il confirme que Nam Saegwang a tué le mage, mais il n'y a aucune trace de la mort de Saegwang. Un frisson froid le parcourt alors qu'il se demande si le gamin est toujours en vie. Juste à ce moment-là, une faible voix appelle à l'aide. Il suit le son à travers la forêt pour ne trouver que Saegwang à peine en vie, tenant un parchemin de guérison entre ses dents. Il supplie Si-won de l'aider à l'utiliser car il ne peut pas bouger ses bras. Le MC confirme calmement son identité, et le gamin le reconnaît. Notre garçon admet qu'il a toujours pensé qu'il gagnerait. Il était curieux de savoir quel genre d'objet il devait avoir. Nam Saegwang promet que si Seo-won l'aide une seule fois, il fera de lui le gagnant. Mais alors que Seo-won sort une épée violette brillante, il est clair qu'il a autre chose en tête. Il croit que s'il absorbe la puissance et les objets de Saegwang, il peut gagner ce jeu à coup sûr. Le gamin panique et implore. Il avertit que de puissants ennemis sont toujours là, qu'il n'a même pas de bons objets, mais Seo-won reste calme. Il lève son épée, se présente comme Jin Seo-won et se prépare à frapper. Seo-won crie que même s'il meurt maintenant, il n'oubliera jamais cette trahison. Ses yeux brûlent de haine alors qu'il crie le nom du MC juste avant que l'épée ne s'abatte. Le sang éclabousse violemment alors que Seo-won le poignarde à la tête, y mettant fin sans hésitation. Ensuite, il reprend son souffle. Voir le meilleur joueur du jeu mourir comme un enfant le laisse étrangement coupable. Mais alors quelque chose d'inattendu se produit alors qu'il remarque une énergie bleue qui l'entoure. La puissance qui coule en lui est immense, au-delà de tout ce qu'il imaginait. Il sourit avec incrédulité en réalisant que ses gants étaient comme un élixir vivant. L'énergie continue de le traverser, inondant son corps. Ailleurs, d'autres joueurs vérifient le journal des victimes et remarquent que Nam Saegwang est mort. L'archer elfe qui avait regardé le combat plus tôt regarde depuis un arbre et mentionne que les renards vont se déchaîner alors que le lion est mort. Toujours brillant d'énergie intérieure, Seo-won regarde ses mains avec émerveillement. Il peut sentir la quantité massive d'énergie interne qui le traverse et pense qu'il pourrait maintenant affronter n'importe qui. Ses yeux se tournent vers la boîte à butin brillante de Nam Saegwang, située à proximité. Alors qu'il tend la main vers elle, il se demande à quel point il devait être puissant, même avant que le jeu ne commence. Il doute que quelqu'un d'aussi fort ait pu éviter complètement l'agriculture. Il espère également que la boîte n'est pas vide car ce serait décevant. Alors qu'il ouvre le couvercle, une lumière verte vive jaillit. Il halète sous le choc en remarquant 5 anneaux puissants à l'intérieur. L'un augmente l'agilité, un autre augmente la force, un autre augmente l'endurance et 2 améliorent la résistance à la magie. Les anneaux flottent dans l'air autour de lui alors qu'il regarde, stupéfait. Il l'émet et se moque de ses gants pour avoir prétendu ne pas compter sur l'équipement tout en cultivant secrètement des objets rares. Soudain, l'énergie autour de lui s'intensifie à nouveau. Sentant la puissance des anneaux, il ouvre rapidement la fenêtre des statistiques et remarque à quel point ses statistiques ont augmenté. Il sourit, serre les poings et dit avec confiance qu'il peut gagner maintenant. Alors qu'il regarde le reste du butin, il trouve des livres d'arts martiaux brillants d'énergie violette, mais ils nécessitent tous des techniques de culture interne qu'il n'a pas apprises, il ne peut donc pas les utiliser. Alors qu'il marche dans la forêt, quelque chose le fait s'arrêter. Il sent une présence. Soudain, il est frappé par une vague massive de feu similaire à l'un des sorts de l'archimage. Après avoir encaissé tout le sort, notre garçon regarde à travers la fumée pour remarquer un mage de bas niveau se moquant de lui pour ne pas l'avoir remarqué. Il affirme avec arrogance que Seo-won a dû battre Nam Saegwang par chance si une attaque sournoise était tout ce qu'il fallait.
Mais notre garçon se lève calmement indemne et lui demande ce qu'il essaie de faire. Le mage est choqué, se demandant comment son sort n'a eu aucun effet sur lui. Seo-won regarde autour de lui, confus, disant qu'il a cru voir un éclair. Sa résistance à la magie est à 90, donc ses sorts ne l'égratignent même plus. Il avance lentement, ce qui fait paniquer le mage, et il l'avertit de ne pas s'approcher, menaçant un sort plus puissant. Alors que des flammes tourbillonnent dans ses mains, le mage lance une flamme de style escroc, la sueur dégoulinant de son visage. Mais Seo-won reste calme, pensant que le sort ne fonctionnera pas de toute façon. Une seconde explosion de feu le frappe. Celle-ci est plus forte, mais comme avant, elle ne fait rien. Le MC sort des flammes, complètement indemne. Il regarde le type directement dans les yeux et le frappe avec un poing perçant. Le coup de poing frappe le mage à la poitrine, envoyant des ondes de choc à travers son corps. Du sang jaillit de sa bouche alors qu'il s'écrase à travers les arbres et les débris. Seo-won baisse le poing, surpris de la force de l'attaque. Il pensait que c'était une technique faible basée sur la description. Cela lui fait se demander si la force des arts martiaux change en fonction de la quantité d'énergie interne que l'on a. Il ne perd pas de temps et achève le type. Maintenant qu'il ne reste plus que 7 joueurs dans le jeu, notre garçon se sent plutôt confiant. Avec la quantité de résistance à la magie qu'il a en ce moment, il ne subira aucun dommage des attaques magiques moyennes. Cependant, il sait que maintenant que Namsagwang est parti, les vraies menaces commencent enfin à se montrer. Plus tard, alors qu'il court à travers la forêt à une vitesse incroyable, il sourit, réalisant qu'il peut maintenant imiter la technique de légèreté de l'aîné. Avec un rire discret, il remercie l'aîné et promet de gagner. Une heure plus tard, Seo-won se cache silencieusement dans un arbre couvert par son manteau d'invisibilité. Soudain, quelqu'un l'appelle par son nom, lui disant d'arrêter de se cacher. La voix appartient à un homme musclé avec une cape qui surgit avec une énorme épée exigeant un combat loyal. Il se moque du MC en le traitant de lâche. Le type se présente même et dit que son nom est Stanko. Alors qu'il est encore en train de jacasser, il remarque soudain une flèche qui vole vers lui et la dévie avec son épée. Il crie de rage en exigeant que son ennemi l'affronte correctement. Regardant d'en haut, le MC reste caché, curieux de savoir qui a tiré la flèche. Stanko lève ensuite les yeux et voit l'archer debout sur une branche d'arbre. Il sait que la seule personne capable de mettre autant d'aura dans une flèche est Zurshana. Surpris, l'archer lui demande s'il le connaît. Le type lui dit que la légende de l'archer divin est bien connue parmi les mercenaires comme eux. Puisqu'ils essaient tous les deux de gagner, il suggère de faire équipe pour vaincre Seo-won. Zurshana saute silencieusement et marche vers lui sans dire un mot. Stanko se présente fièrement comme un mercenaire bien connu et lui assure qu'ils feront une excellente équipe. Mais à l'intérieur, il se moque de lui, pensant que l'archer doit être stupide pour se laisser prendre à son jeu. Zurshana, cependant, semble penser à autre chose. Il compte les secondes sur ses doigts et se demande s'il s'est trompé dans le timing. Soudain, il entend Stanko lui dire qu'un archer ne devrait jamais faire l'erreur de réduire lui-même la distance. Il essaie rapidement d'achever l'archer avec son épée, mais avant même qu'il ne puisse le frapper, une flèche lui transperce le crâne. Zurshana fait une grimace de dégoût et lui demande s'il pensait vraiment qu'il coopérerait avec un insecte comme lui. Il est plus intéressé à découvrir où se cache Seo-won. Juste au moment où il dit cela, notre garçon marche tranquillement derrière lui en utilisant son manteau et commence à absorber le QI vital laissé par Stanko. Soudain, l'archer se retourne et regarde dans sa direction. Cela le fait paniquer, et il se demande si le type a une compétence qui peut voir à travers l'invisibilité. Cependant, tout s'avère être une fausse alerte car Zurshana s'est seulement retourné pour voir quels objets Stanko a laissés derrière lui. Il change d'avis, pensant que ces objets valent la peine d'être pris, et s'éloigne. Pendant ce temps, notre garçon pousse un soupir de soulagement et regarde l'archer en le choisissant comme prochaine cible. Après avoir drainé toute l'énergie interne de Stanko, Seo-won regarde autour de lui et remarque la faible lueur d'une barrière marquant le bord de la zone réglementée. Il se déplace rapidement à travers la forêt dense en utilisant la technique qu'il a apprise du vieil homme. Avec seulement 6 survivants restants et 87 jours encore au compteur, il commence à se demander si la vitesse de l'effondrement de la zone est liée au nombre de joueurs restants dans le jeu. Alors qu'il se précipite en avant, ses yeux s'écarquillent lorsqu'il tombe soudain sur un grand espace ouvert. L'ouverture inattendue du champ le met immédiatement mal à l'aise, sachant que ce type de terrain exposé pourrait attirer l'attention de tout ennemi à proximité. Juste au moment où il évalue le risque, des traînées d'énergie verte coupent l'air et se dirigent droit vers lui. L'assaut soudain le force à se déplacer. Il tord son corps pour esquiver les explosions lumineuses qui explosent à travers le champ. Il est clair que ce n'est pas une attaque aléatoire puisque le sort a été lancé avec précision, visant directement son emplacement caché. Confus, il se demande comment quiconque aurait pu le suivre avec autant de précision. Son manteau cache tous les sons et la respiration, rendant la détection normale presque impossible. Avant qu'il ne puisse tirer de conclusion, une deuxième vague d'énergie verte tombe du ciel, plus grande et plus intense que la première. Réalisant qu'il ne peut pas tous les esquiver, Seo-won jette son manteau, prend une position ferme et décide de tout miser sur son énergie interne. Tout en faisant face à la menace directement, il libère un puissant mouvement d'arts martiaux, envoyant un coup de poing droit crépitant d'énergie bleue dans la tempête de magie entrante.
Le coup de poing explose vers l'avant avec une force dévastatrice, déchirant le barrage et secouant tout le champ. Alors que la poussière retombe et que des morceaux de débris tombent autour de lui, Seo-won fixe sa propre main avec incrédulité, à peine capable de croire la puissance qu'il vient de libérer. Sans perdre de temps, il saute dans les airs pour avoir une meilleure vue, scannant la clairière à la recherche de tout signe de l'ennemi. Ses yeux se fixent finalement sur quelqu'un caché dans les arbres. En bas, un mage observe le champ avec choc, marmonnant pour lui-même avec incrédulité que le sort dans lequel il a versé tout son mana a été neutralisé si facilement. Avant que l'homme ne puisse réagir, Seo-won crie soudainement en remarquant quelqu'un derrière lui. Cependant, le mage n'a pas le temps de comprendre. Une lame lui transperce la poitrine par derrière, et du sang se répand alors qu'il fixe la blessure avec incrédulité. Derrière lui se tient un assassin silencieux qui dit calmement au mage qu'il aurait dû économiser du mana pour la magie de détection ou au moins une barrière protectrice. L'assassin explique avec un détachement froid qu'effacer sa présence est facile pour quelqu'un comme lui. Avec l'élimination du mage, il ne reste plus que 5 joueurs dans le jeu. Notre garçon atterrit doucement sur l'herbe alors que l'assassin se tourne pour lui faire face, le reconnaissant immédiatement comme Jin Seo-won, le responsable de l'élimination de Nam Seo-gwang. Le MC demande si l'assassin le connaît, ce à quoi l'assassin répond qu'il serait impossible de ne pas le faire puisqu'il a tué l'ennemi public numéro 1 dans le lobby. L'assassin mentionne que les joueurs restants doivent être désespérés de le traquer et l'avertit de ne pas résister puisqu'il n'a jamais échoué à éliminer sa cible. Sur ce, il se précipite en avant avec des lames doubles essayant d'en finir rapidement. Notre garçon essaie de le contrer avec son coup de poing spécial, mais l'assassin est juste trop rapide, alors il esquive et lacère tout son bras comme s'il était Lévi. L'assassin admet qu'il est plus coriace que prévu. Seo-won, d'autre part, réalise que sans la protection de son énergie interne, il aurait été abattu immédiatement. L'adversaire est bien plus fort que tous les mages qu'il a affrontés auparavant, et il devient clair qu'il s'agit d'un type de défi complètement différent. L'assassin sourit et lui dit que sa mort n'est qu'une question de temps puisqu'il n'a jamais échoué à chasser quelqu'un dans l'obscurité. Alors que Seo-won se stabilise, le mot obscurité résonne dans son esprit, et une réalisation commence à se former. Mais avant qu'il ne puisse agir, l'assassin lève les 2 lames et disparaît dans les airs, disparaissant de la vue. Pris au dépourvu, le MC se fiche sur place, incapable de sentir la présence de l'assassin. La panique s'installe lorsqu'il réalise que l'assassin est déjà derrière lui, se préparant à frapper. Juste au moment où le coup fatal est sur le point d'atterrir, Seo-won disparaît de la vue de l'assassin. Maintenant, c'est au tour de l'assassin de paniquer. Il regarde autour de lui, incapable de le trouver, quand soudain notre garçon apparaît derrière lui, enveloppé et silencieux. Il saisit fermement le poignet de l'assassin et explique que même si l'assassin peut se cacher physiquement, son énergie laisse toujours une trace qu'il peut suivre. L'assassin crie de frustration, le traitant de lâche pour avoir frappé par derrière. Seo-won le regarde froidement, répétant sa menace antérieure de l'achever. Désespéré, l'assassin essaie de marchander. Il propose de faire équipe avec lui et de viser la première place ensemble. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa requête, Seo-won le abat sans hésitation, éclaboussant de sang toute la clairière. Le système annonce la mort de l'assassin, et le nombre de survivants tombe à 4. Notre garçon absorbe le chi vital des 2 joueurs qui viennent de mourir et sécurise leur parchemin de guérison. Il décide de farmer rapidement et de partir car d'autres joueurs pourraient arriver bientôt. Tout en parcourant les objets de l'assassin, il trouve un manuel de clone d'ombre et réalise qu'il portait quelque chose qui ne lui convenait pas du tout puisqu'il n'avait pas d'énergie interne. Ce manuel permet aux joueurs d'utiliser des clones d'ombre qui se battent pour lui. Le mage qui est mort avait un sort de détection pour voir à travers les compétences de furtivité, mais son noyau n'est pas assez puissant. Seo-won réalise enfin comment le mage pouvait le voir malgré son invisibilité. Pendant qu'il est distrait, une flèche tranche sa joue et frappe le sol. Il regarde en arrière, choqué, et remarque d'autres flèches qui volent vers lui. La panique commence à s'installer, et il n'a jamais vu ce type d'immense pouvoir magique. Il sait qu'il est trop tard pour fuir, alors il décide d'encaisser l'attaque en utilisant son énergie interne. Concentrant toute l'énergie dans son poing, il utilise exactement la même technique que celle utilisée pour dévier l'attaque du mage. Après avoir réussi à bloquer l'attaque, il se demande s'il est attaqué par 2 personnes puisqu'il a été attaqué 2 fois. Soudain, un autre joueur apparaît de nulle part et le frappe, admettant qu'il est assez fort. Le coup de poing le fait reculer, et il réalise qu'il y a 3 joueurs. Le gars qui vient de le frapper est le roi Santurk, et derrière lui se trouvent 2 autres joueurs, dont le bras droit du roi démon, Guéron, et l'archer divin, Zurushana. Face à eux se trouve notre garçon Seo-won, présenté comme un type normal. Malgré son infériorité numérique, notre garçon reste calme. Santurk s'avance avec un regard froid et précise que la chance de Seo-won est terminée. Il peut voir le mage démon et l'archer debout en hauteur. Leur formation serrée ne laisse aucune place à la fuite, et Seo-won se sent un peu frustré. Juste au moment où il était si près de gagner, il a rencontré des coéquipiers. Malgré cela, il sait que les équipes comme celle-ci s'effondrent souvent si on les pousse de la bonne manière. Il les étudie attentivement, à la recherche de fissures dans leur unité, mais aucun d'eux ne semble familier ou facile à cerner.
Puis, de façon inattendue, Jiran s'approche de Santurk avec une révérence dramatique et l'appelle par un titre royal, essayant clairement d'impressionner. Le roi, peu impressionné et légèrement irrité, remet en question son audace. Garand rit nerveusement et explique que dans un endroit comme celui-ci, le statut ne signifie rien et suggère même que faire équipe avec quelqu'un de louche est bien si cela mène à de meilleures récompenses. En regardant tout cela, Seo-won réalise qu'il ne prévoyait pas de faire équipe. Soudain, le MC commence à disparaître en utilisant sa cape, et le roi le remarque, disant à Guéron de se débarrasser de sa furtivité. Le mage démon lève une main brillante alors que la lumière dorée gonfle et éclate comme une fusée. La lumière remplit toute la zone, effaçant chaque ombre. Seo-won tressaillit à cause de la luminosité, réalisant rapidement que sa cape de furtivité est maintenant inutile dans la lumière. Le sort a complètement exposé sa position. Alors que le MC assimile ce revers, le mage démon dit qu'il doit remercier Namsa Gwang d'avoir pris soin de l'archimage. Il change rapidement de vitesse, annonçant qu'il est temps pour lui de mourir aussi au nom du roi démon et libère un sort terrifiant. Le sol se fissure alors qu'il lance le sort de la lame du chaos, envoyant une masse tourbillonnante de lames violettes dans toutes les directions. Seo-won comprend instantanément ce qui se passe. Il sait que les mages comme Jiron sont faibles de près, et s'il peut se précipiter avant que le sort ne se déclenche complètement, il pourrait être en mesure de l'arrêter. C'est un geste dangereux, mais il charge sans hésitation, plongeant directement dans le chaos. Le mage démon frappe avec le sort, frustré et criant alors que les lames fouettent l'air. Elle tranche Sayaoun, déchirant sa cape et projetant du sang. Malgré la douleur, il canalise son énergie interne pour se protéger autant que possible et continue d'avancer. Mais l'attaque est trop forte, et une notification du système l'informe qu'il ne peut plus utiliser la cape car elle est endommagée. Garand regarde les explosions et pense qu'il a terminé le travail. Malheureusement pour lui, c'est loin d'être fini, et notre garçon apparaît hors des lames avec le visage complètement couvert de sang. Il essaie de l'attaquer avec son poing perçant, mais le mage démon semble avoir percé son stratagème. Il sourit et utilise un autre sort, cette fois invoquant des mains massives de morts-vivants du sol. Ses mains s'étendent pour l'attraper et l'écraser. Seo-won sent immédiatement que ce sort est beaucoup plus puissant que le dernier, mais il ne panique pas. Il active le clone d'ombre, faisant flouter son corps et créant des images fantômes qui dansent autour du chaos. Garand regarde, stupéfait que le MC puisse aussi utiliser la magie de l'illusion, pensant qu'il n'était qu'un combattant physique. Le MC rugit de détermination, chargeant pour ce qu'il espère être le coup final. Juste au moment où Guéran essaie de former une barrière magique, quelque chose d'inattendu se produit. Senwirk utilise son aura perçante et poignarde le mage démon par derrière. Le sang vole alors que le mage se raidit sous le choc, incapable de croire que le roi le trahirait. Le gars explique froidement que la victoire est tout ce qui compte et admet qu'il n'a jamais eu l'intention de travailler avec quelqu'un comme lui. Le système confirme sa mort. Et avec cela, le roi pense qu'il ne reste plus que 2 joueurs. Il lève les yeux vers l'archer et mentionne qu'il était bien une nuisance pour leur armée. C'est ironique que les deux aient fini par travailler ensemble. Zurshana sourit en entendant cela et lui dit qu'il est trop tôt pour le dire. Avant que le roi ne le sache, il reçoit un coup de poing au visage par le poing perçant du MC et s'écrase contre le mur devant lui. Tout en reprenant son souffle, Seo-won regarde l'archer et dit qu'il ne reste plus que 2. Il le met au défi de venir à lui, mais Zurshana se contente de sourire et lui rappelle qu'il a un plus gros problème à régler maintenant. Soudain, le roi se relève plus furieux que jamais. Il est convaincu qu'il a senti son épée percer son corps et également impressionné qu'il ait pu détruire son armure résistante si facilement. À ce moment-là, notre garçon s'est transformé en quelque chose d'autre. Avec tout son corps couvert de sang, il a demandé au roi s'il allait le combattre seul ou si les deux prévoyaient de lui sauter dessus ensemble. Le roi le regarde avec une expression froide et dit qu'il regrettera de l'avoir forcé à utiliser toute sa force. Avant même que notre garçon puisse réagir, il sent son bras se faire poignarder par son épée. Sanric affirme que personne ne peut rivaliser avec lui en termes de vitesse. Il a spécifiquement ciblé ses ligaments pour qu'il ne puisse plus bouger ses bras. Seo-won ne veut pas perdre après être arrivé si loin. Il fait confiance à son énergie intérieure et utilise son poing pour briser l'épée. Pendant que le roi assimile ce qui vient de se passer, il sort le morceau d'épée coincé dans son bras et le jette sur son visage comme un poignard. Senwirk brûle de fureur et lui demande comment il a osé blesser son visage. Pendant ce temps, notre garçon sort immédiatement un parchemin de guérison pour récupérer sa santé. Le roi sait qu'il doit passer à la vitesse supérieure s'il veut gagner. Il décide de jouer sa dernière carte et sort sa lame d'Aura. À ce moment-là, Seo-won a guéri son bras, alors il utilise sa technique de clone d'ombre et libère toute son énergie intérieure. Il semble que tous les deux prévoient de terminer ce combat avec leurs mouvements finaux. L'archer semble s'ennuyer et leur crie de finir rapidement. Avec tous ses clones prêts, il dit à Senwirk qu'ils vont se battre pour de vrai. Le gars se moque de lui, ignorant ses mots et osant l'attaquer. Mais au fond de lui, il sait que sa puissante lame d'Aura n'a plus que 2 minutes, et il doit terminer ce combat rapidement. Seo-won, de son côté, peut sentir son énergie presque s'épuiser, alors il est également désespéré de mettre fin aux choses rapidement. Sans perdre plus de temps, il charge avec tous ses clones. Le roi essaie de le contrer en balançant son épée,
mais il y a juste trop de clones. Avant qu'il ne puisse réagir, le vrai Seo-won apparaît derrière lui et le frappe violemment avec une attaque de paume. Sanruk essaie de contrer immédiatement, balançant son épée tout en le maudissant, pour se rendre compte une fois de plus qu'il a frappé un clone. Frustré de ne pas pouvoir dire lequel est réel, il décide de les attaquer tous en même temps. Mais avant qu'il ne puisse agir, notre garçon apparaît à nouveau et lui assène un solide coup de poing au visage, le faisant cracher du sang alors que sa tête se tord sous l'impact. Même alors qu'il essaie de repérer le vrai corps, il se fait provoquer, on lui dit d'arrêter de perdre du temps à chercher. Seo-won révèle que tous ces clones de cette technique de clone d'ombre peuvent frapper comme le vrai, ce qui rend impossible de les distinguer. Il lance ensuite un coup de pied féroce en utilisant un autre mouvement, mais Senwirk l'esquive et contre-attaque avec sa lame dorée, tranchant à travers deux clones et les effaçant complètement. Alors qu'ils disparaissent, il marmonne à quel point ils sont faibles. Il regarde autour de lui et réalise qu'il ne reste plus que 5 clones, mais il ne peut pas être trop excité car il ne lui reste qu'une minute avant que sa lame Dora ne s'épuise. D'une falaise au-dessus, l'archer Zurshana regarde et murmure qu'il ne s'attendait pas à ce que Senwirk ait autant de mal. Soudain, le roi lui crie, demandant de l'aide et lui offrant toutes les récompenses s'il gagne. L'archer se contente de l'avertir de regarder devant lui car notre garçon se prépare pour une autre attaque. Pris au dépourvu, le gars réagit à peine, mais il parvient à lancer une puissante contre-attaque avec son aura de vague écrasante. Le MC esquive et répond avec un autre coup de poing imparable, cette fois le frappant en plein cœur et faisant voler le sang. Leur prochain mouvement s'entrechoque, et l'attaque de suivi de Seo-won s'écrase contre la lame du roi, mais elle est bloquée par la lame du gars. Avec un sourire soudain, Senwirk se jette en avant et frappe ce qu'il croit être le vrai corps, poignardant profondément et regardant le sang gicler partout. Mais alors le corps vacille et s'estompe, révélant qu'il ne s'agissait que d'un clone. Le type se fiche d'incrédulité, réalisant encore une fois qu'il a été dupé. Il marmonne que c'est humiliant et crie qu'il se fiche de gagner. Zurshana observe tout cela d'en haut, semblant apprécier ce combat. Pendant ce temps, Senwirk explose d'énergie dorée en défiant notre garçon d'esquiver. Il se précipite en avant, visant à détruire tous les clones restants. Une fois la poussière retombée, plusieurs d'entre eux ont disparu. Respirant bruyamment, il plisse les yeux et remarque qu'il n'en reste que 2. L'un est le vrai corps et l'autre est un clone. Mais avant qu'il ne puisse décider lequel est réel, Seo-won charge soudainement à nouveau, criant que c'est son tour maintenant. Il lance un coup de poing puissant avec son poing perçant, et un clone le flanque sur le côté, attaquant en même temps. La frappe combinée atterrit proprement et fait cracher du sang au roi. Soudain, il enfonce son épée dans son cou, pour se rendre compte que c'était un clone car il n'a ressenti aucune sensation dans sa main. Cependant, cela signifie qu'il ne reste que le vrai corps. Il pointe son épée vers le dernier Seo-won debout et annonce qu'il en finira avec un seul coup. MC croise son regard et prend sa posture, prêt. Les deux chargent à pleine vitesse, entrant en collision en plein air avec une explosion de force. Le voyant tenir le coup, le roi le complimente et dit qu'il est plutôt bon au corps à corps. Mais son expression s'assombrit à nouveau, et il le met au défi de bloquer ce qui va suivre. Il active sa technique la plus puissante appelée la forme de foudre de la lame Dora. Une explosion dévastatrice de foudre dorée jaillit de lui, frappant tout ce qui se trouve à portée de vue. L'énergie se dirige vers Seo-won, le déchirant avec une force brutale. Haletant, blessé, MC essaie de raisonner avec lui, disant que le seul à profiter de tout cela est l'archer. Cependant, il est trop tard car le type l'ignore et enfonce son épée directement dans sa poitrine. À ce stade, Sanrik est assez épuisé. Le combat était trop serré, et il sait qu'il aurait perdu s'il avait été un peu plus lent. Soudain, il remarque sa lame détruite en deux et se rend compte qu'il n'avait pas l'impression de frapper un vrai corps. Avant qu'il ne puisse comprendre, notre garçon apparaît par derrière et éclate dans une contre-attaque dévastatrice. Le vrai coup atterrit avec une force écrasante, ouvrant Senwirk en deux. Debout au-dessus du corps tombé, Seo-won pense que s'il n'avait pas utilisé ses clones pour épuiser son endurance, le combat aurait pu se terminer différemment. Au même moment, il entend l'archer lui dire qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il batte Senwirk. Il le remercie également de s'être occupé de lui car il était une vraie plaie. Il décoche une flèche en déclarant que la fierté du roi l'a poussé à tout miser. Et maintenant, Siwoon, qui a tout donné pour gagner, doit également tomber de ses propres mains. Avec une vitesse incroyable, il tire une flèche bleue brillante droit sur lui. La flèche fend l'air comme un éclair, et MC a à peine le temps de réagir. Ses yeux s'écarquillent alors que la flèche fonce vers lui avec une puissance terrifiante. Notre garçon absorbe immédiatement le QI vital de Sanruk. Même si ce n'est pas aussi puissant que Nam Sagwang, c'est suffisant pour qu'il affronte l'archer. Alors que la flèche bleue brillante fonce vers lui, il active rapidement sa technique de clone d'ombre, créant plusieurs images rémanentes de lui-même tout en se précipitant en haut de la colline à grande vitesse. D'en haut, Zurishana plisse les yeux et qualifie sa technique d'agaçante. Confiant de pouvoir y faire face, il tire une autre flèche avec une précision extrême. Le tir perce la jambe de Xiaoun, confirmant qu'il a touché le vrai corps. De douleur, MC dégringole de la falaise et s'écrase violemment sur le sol. L'archer saute avec un sourire et dit qu'il doit s'assurer qu'il ne puisse pas s'échapper cette fois.
Il bande son arc pour lui tirer dans les bras et l'épingler au sol. Quand MC demande avec colère comment il a deviné lequel était réel, Zurishana répond avec désinvolture qu'il a fait une supposition. Regardant vers le bas avec un sourire confiant, l'archer admet qu'il respecte sa détermination, mais notre garçon réplique avec colère et lui dit de donner son respect au chien. Sans dire un mot de plus, l'archer tire une dernière flèche directement dans sa tête, le tuant. Et voilà, le jeu est officiellement terminé. Quelques instants plus tard, le corps de Seo-won se transforme en coffre, tout comme les autres morts avant lui. Le jeu annonce que le jeu de survie Cloyd est terminé. MC, maintenant dans ce qui semble être une autre dimension, regarde son propre corps se transformer en coffre et murmure que quelqu'un d'autre a pris le prix de son dur labeur. Bien que déçu, il se souvient qu'il a fait la même chose à Nam Seo-gwang lorsqu'il était sans défense. Un message du système le félicite pour sa place dans les 2 premiers et l'informe qu'il s'est qualifié pour le prochain jeu. Choqué, il se demande s'il y a vraiment un autre jeu après tout. Le système révèle également qu'il a gagné 140 pièces de récompense, y compris ses bonus de mise à mort. Debout dans une pièce entourée des objets qu'il a collectés, Seo-won se fait dire qu'il peut utiliser ces pièces pour acheter n'importe quoi. Tous les objets ont des prix différents, mais sa technique de clone d'ombre lui coûte presque toutes ses pièces de récompense. Au même moment, le système l'informe que les 5 meilleurs joueurs ont la possibilité de faire tourner une roue de roulette et de gagner un objet aléatoire. Comme il se classe deuxième, il aura 2 chances. Cela l'excite un peu car il se rend compte qu'il peut économiser beaucoup de pièces en obtenant soit la cape d'invisibilité, soit le manuel de clone d'ombre. Il fait tourner la roulette en espérant le meilleur, mais quand elle s'arrête, il voit qu'il a obtenu le collier d'escroc, qui est l'objet le moins cher. En colère et frustré, il se prend la tête et se demande pourquoi la pire option devait apparaître. Pourtant, avec une chance restante, il se stabilise et prie désespérément, faisant appel à tous les dieux qu'il connaît. Alors que la roue tourne à nouveau, il crie pour qu'elle s'arrête, et à sa grande surprise, elle atterrit sur la technique du clone d'ombre. Émerveillé, Seo-won serre le poing et crie de victoire, célébrant qu'il a obtenu l'objet le plus cher et sauvé ses pièces. Le système l'informe alors qu'il recevra maintenant les objets qu'il a sélectionnés. Le livre de clone d'ombre flotte vers lui, et on lui dit qu'une fois qu'il aura fini de choisir, il sera déplacé. Regardant toutes les options tentantes, il fait soigneusement ses choix finaux, sachant qu'il ne peut pas rester dans cet espace pour toujours. Une fois qu'il a terminé, le système fait l'éloge de ses choix et lui souhaite bonne chance. Soudain, il est entouré de la même lumière et est ramené dans la ruelle. Confus, il regarde autour de lui et se demande s'il est vraiment revenu dans son propre monde. Il jette un coup d'œil à sa main et voit l'anneau de sous-espace qu'il a équipé dans la survie de Cloyd, confirmant que ce n'était pas qu'un rêve. Avec cette confirmation, il ramasse son sac et commence à descendre la rue. Il pense à la façon dont son premier jeu s'est terminé. Bien que le monde qui l'entoure semble inchangé, au fond de lui, il sent que quelque chose d'important a commencé. Souriant légèrement, il se rend compte que Toik n'est plus le vrai problème car il a maintenant de plus grandes choses devant lui. Regardant l'anneau, il se souvient qu'il va y avoir un autre jeu. Il pense qu'il doit se dépêcher et se préparer pour le 2e jeu car il ne veut pas répéter la même erreur qu'il a faite cette fois et obtenir réellement la première place. La scène se déplace à l'extérieur de son studio, l'endroit que ses parents ont trouvé pour lui près de l'école. Maintenant de retour à l'intérieur, Seo-won ne se concentre plus sur son test d'anglais, mais pleinement sur le fait de devenir plus fort grâce aux choses qu'il a rapportées du jeu. Laissant tomber son sac sur la chaise, il se rappelle qu'il ne veut pas jouer comme un noob dans le prochain jeu. Alors qu'il commence à méditer, il se rend compte que son noyau d'énergie est complètement vide. Cela lui fait se demander s'il a utilisé toute son énergie intérieure pendant ce dernier combat. Puisqu'il ne peut pas simplement tuer des gens dans la vraie vie pour obtenir leur chi vital, il doit le récupérer en utilisant des techniques de cultivation comme le vieil homme le lui a enseigné. Un flashback montre l'aîné expliquant que l'énergie interne est accumulée par la cultivation. Une fois le noyau formé, on peut simplement accumuler de l'énergie au fil du temps en se concentrant. Ce n'est peut-être pas aussi rapide que l'autre méthode, mais s'il peut en faire une habitude, il pourrait la maîtriser avant de s'en rendre compte. Seo-won lui demande s'il peut devenir aussi fort que lui s'il continue à s'entraîner. Cela fait rire le vieil homme, et il lui rappelle de ne pas viser au-delà de ses limites. Cependant, peu de temps après, il prend une expression sérieuse et mentionne qu'il n'y a pas moyen de dire quelles sont réellement ses limites. De retour dans le présent, il médite depuis 4 heures maintenant, mais il n'a toujours pas accumulé beaucoup d'énergie intérieure. Cela le frustre, et il se rend compte que c'est beaucoup plus difficile que le jeu. S'il continue à ce rythme, il pourrait lui falloir des années pour remplir complètement son énergie. Notre garçon décide de laisser ça pour l'instant et commence à organiser les objets qu'il a rapportés du jeu. Il sort le manuel de clone d'ombre du sous-espace et commence à transpirer en se demandant s'il doit aussi l'entraîner petit à petit, tout comme son énergie intérieure. Afin de l'essayer, il ouvre le livre, et le système lui demande s'il veut apprendre la technique. C'est un peu surprenant pour lui car le système du jeu fonctionne aussi dans la vraie vie. Heureusement pour lui, la technique ne prend pas longtemps à apprendre, mais elle n'est toujours pas aussi puissante que dans le jeu. Pour vérifier ses autres objets,
il fouille dans le sous-espace et sort le collier d'escroc. C'est l'article le moins cher qu'il ait eu, mais il est quand même en or pur. Il réalise soudain qu'il peut gagner beaucoup d'argent en le vendant à un bijoutier local. De plus, il peut récupérer plusieurs de ses colliers dans le prochain jeu et devenir riche. Il n'a peut-être aucune valeur dans le jeu, mais il est cher dans la vraie vie. Ensuite, il sort la potion de troll, qui garantit une vie saine pendant 1 an à quiconque la boit. Mon gars s'est complètement transformé en homme d'affaires maintenant, alors il pense à le vendre à un riche patient en phase terminale. Avec tous ces objets, il réalise qu'il peut réellement gagner beaucoup d'argent grâce au jeu. Soudain, il se souvient qu'il n'a pas vraiment mangé de vraie nourriture ces derniers jours, à part des lanières de viande séchée. Pour compenser, il se rend dans un hôtel voisin appelé le restaurant de grand-mère. Il commande un repas qu'il considérait normalement comme un luxe, mais il ne se soucie plus de ces choses car tout ce dont il a besoin maintenant, c'est de la nourriture savoureuse. La nourriture est si bonne qu'il se met à pleurer. La grand-mère le remarque et mentionne qu'il est venu ici hier aussi. Il lui dit nerveusement que la nourriture est tout simplement trop savoureuse. Cela lui fait également réaliser que le temps s'arrête lorsqu'il est dans le jeu. Après avoir mangé, il reprend son chemin, se demandant quand le prochain jeu va commencer. Il se souvient aussi de l'anneau de force qu'il a rapporté et se demande s'il fonctionne aussi dans la vraie vie. Après avoir mis l'anneau, il essaie de sauter mais se lance accidentellement trop haut. Son corps a presque l'impression de déborder de force. En retombant, il regarde autour de lui pour s'assurer que personne ne l'a vu et commence à revenir en arrière. Quand il arrive enfin à la maison, il décide d'utiliser son élixir de perspicacité, qu'il a acheté pour 50 pièces. Il fixe la potion, pensant que cela ne lui a pas permis de bouger pendant 3 heures lorsqu'il l'a absorbé dans le jeu. Cela pourrait être un peu gênant si cela fonctionne de la même manière dans la vraie vie. Cependant, il décide de prendre le risque et boit le tout, ce qui le fait jaillir de l'énergie de ses yeux comme s'il était Superman. Cela fait maintenant 3 heures et quelqu'un a appelé la police car les murs de sa maison fondent presque à cause de la chaleur. La vieille voisine leur dit qu'elle a essayé de frapper, mais que la porte était tout simplement trop chaude pour être touchée. Même s'il y a littéralement de la vapeur qui sort de la maison, la police ne le prend pas vraiment au sérieux et mentionne qu'elle aurait dû appeler les pompiers. Comme il n'y a pas d'incendie, ils ne pensent pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Ce n'est que lorsque l'un d'eux touche réellement la poignée de la porte qu'il réalise que quelque chose de louche se passe à l'intérieur. Il frappe à la porte et lui demande s'il va bien. Cependant, plusieurs secondes passent et personne ne répond. Cela les rend encore plus méfiants, mais la porte s'ouvre enfin et notre garçon sort en ressemblant à un patient en phase terminale. Avec de la sueur dégoulinant de son visage, il leur dit qu'il avait de la fièvre, alors il a monté un peu le chauffage. Le policier lui a demandé s'il avait besoin d'une ambulance, mais il refuse, disant qu'il ira bien. C'est suffisant pour les faire partir, et ils disent à la vieille dame de ne pas appeler la police pour des choses comme ça. Après leur départ, il tombe au sol, le dos contre la porte, pensant qu'il a failli mourir. L'énergie de l'élixir était un peu trop forte, et sans les arts physiques martiaux blancs, il n'aurait pas pu la contenir. Contrairement au jeu, il y a un énorme risque à faire des choses comme ça dans la vraie vie. Cependant, toute cette douleur n'a pas été vaine, car il réalise bientôt à quel point il est devenu puissant. Utiliser juste sa paume fait voler tous ses meubles en arrière. Il casse aussi sa chaise par accident et se dit qu'il doit vendre certains objets pour en acheter une nouvelle. Le lendemain, il se rend dans une salle de sport en plein air à proximité, mais elle est un peu trop bondée. Il pense à revenir après le coucher du soleil quand il remarque soudain des lycéens qui viennent vers lui. Les enfants fument, alors un vieil homme du parc leur dit que c'est une zone non-fumeur. En entendant cela, l'un d'eux lui demande qui il est, car même ses parents ne disent rien sur le fait qu'il fume. Le vieil homme redouble d'efforts et dit que ses parents ont du mal à l'élever s'il ne se soucie pas du fait qu'il fume. Cela met l'élève en colère et il se prépare à frapper le vieil homme. Heureusement, notre garçon vient à la rescousse et donne un coup de pied au gars avant qu'il ne puisse frapper le vieil homme. Frère envoie des gens dans le coma pour avoir essayé de frapper des aînés. Cependant, il s'avère que le vrai combat est sur le point de commencer car Seo-won entend un autre élève l'interpeller. Ce type ressemble à un vrai criminel et dépasse complètement MC en termes de taille. Notre garçon le regarde avec une expression agacée, réalisant qu'il est peut-être allé un peu trop loin. Il s'avère que c'est le frère aîné du gars qu'il vient d'assommer. Seo-won essaie de raisonner avec lui et dit que c'est son frère qui a causé le problème en ne respectant pas le vieil homme. De plus, il fumait dans un lieu public en tant que lycéen, il était donc juste de l'éduquer. Il rit en disant que c'est lui qui devrait lui enseigner en tant que frère aîné. Le type a apparemment une seule cellule cérébrale, alors il ignore tout et tente une frappe surprise. Notre garçon est tout simplement trop rapide pour lui, alors il esquive le coup de poing et contre-attaque avec son poing perçant, le faisant voler en arrière. Soudain, il réalise qu'il a peut-être utilisé un peu trop de force dans ce coup de poing aussi. Malgré sa blessure, le grand frère n'est pas prêt à reculer, alors il sort un couteau de poche et menace de le tuer. Seo-won fixe simplement son visage et réalise que ses deux frères sont les mêmes. Alors qu'il continue à se battre, il réalise que se battre contre des gens normaux comme lui est trop facile pour lui maintenant. Avec un coup de pied rapide, il jette le gars à terre et se dit qu'il doit contrôler sa force car il pourrait sérieusement blesser quelqu'un.
Au lieu de frapper le gars directement cette fois, il utilise 50% de sa puissance et utilise d'abord sa paume pour créer une onde de choc dans l'air. Cela envoie le frère voler en arrière dans l'arbre. Notre garçon panique, pensant qu'il ne voulait pas faire ça. Il essaie de jouer en solo et dit que le gars fait juste semblant. Après lui avoir fait un petit cours, il dit au revoir et s'enfuit de la scène. C'était allé trop loin, et il savait que sa vie serait finie s'il en tuait accidentellement un. Ce moins c'est que s'il veut utiliser ses pouvoirs dans la vraie vie, il a besoin d'un entraînement approprié pour les contrôler parfaitement. Cela fait 1 mois qu'il a commencé son entraînement. Alors qu'il médite, il reçoit un appel de sa mère qui lui demande comment il va. Il l'informe que tout va bien et se dit qu'il doit garder son entraînement d'arts martiaux secret pour le moment. Quand il lui pose des questions sur son père, le ton de sa mère devient sérieux et elle révèle qu'il a eu un accident de voiture. Cela le choque au plus haut point et il lui demande frénétiquement à quel point c'est grave. La mère explique qu'une voiture l'a heurté alors qu'il effectuait des livraisons. Ils n'ont pas vraiment d'assurance maladie, donc les coûts de la chirurgie vont être trop élevés. Elle lui dit qu'elle se sent mal de lui demander, mais elle a besoin d'une partie de l'argent qu'elle lui a envoyé. Cela lui brise le cœur et il lui demande le coût total de l'opération. Après qu'elle lui ait dit le coût, il fouille dans son sous-espace et sort le collier en or qu'il a rapporté du jeu, lui assurant qu'il s'en occupera. Ses parents ont passé toute leur vie à passer d'une maison louée à une autre, travaillant dur pour subvenir à ses besoins. Sewin commence à pleurer en réalisant qu'il n'était qu'un enfant parasite sans espoir pour son avenir. Cependant, les choses ont changé maintenant. Il se rend finalement à la bijouterie et leur demande le prix du collier. Alors qu'elle analyse le collier, la fille mentionne qu'il n'a pas l'air local et qu'il est d'une excellente facture. Il ment et lui dit qu'il est dans sa famille depuis des générations. Quand il lui demande le prix, elle l'informe qu'il s'agit d'un article rare et lui demande s'il est sûr de le vendre. Avec un ton émotionnel, il explique que son père a besoin d'argent pour son opération, donc il n'a pas le choix. Il finit par obtenir 11,5 millions pour le collier en or, mais en voyant la fille si excitée, il réalise qu'il l'a peut-être sous-vendu. Cependant, cela n'a pas vraiment d'importance puisqu'il a obtenu le montant dont il avait besoin. Après avoir envoyé l'argent à sa mère, elle s'inquiète et lui demande comment il a eu autant d'argent. Il lui dit que ce ne sont que des économies de son travail à temps partiel dans l'armée. Elle s'excuse auprès de lui pour lui avoir fait traverser tout cela, mais il l'assure qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour lui. Après avoir réglé ce problème, il décide de prendre un train pour rentrer chez lui. Sur son chemin, il entend 2 enfants parler d'une vidéo d'un type utilisant un sort de flamme. Ils ne comprennent peut-être pas ce qui se passe, mais Siwoon sait qu'il s'agit d'un sort de la survie de Cloyd. En voyant la vidéo, il réalise qu'il n'est pas la seule personne en Corée à avoir vécu ce jeu. Soudain, la vidéo est supprimée et les enfants la rejettent comme une personne folle. Pendant ce temps, ailleurs, un type reçoit un appel téléphonique et assure à l'autre personne qu'il ne laissera pas cela se reproduire. Il va même jusqu'à parler de couper l'accès à Internet dans tout le pays. Un groupe d'hommes en costume noir se tiennent silencieusement devant lui alors qu'il s'excuse au téléphone. Après avoir raccroché, il demande à l'un d'eux ce qu'il s'est passé. D'une voix tremblante, le type explique que le nombre de survivants a grimpé en flèche, et qu'il est impossible de tous les suivre. Cela met le patron en colère, et il jette un cendrier directement sur l'homme, lui demandant pourquoi il n'augmente pas le nombre d'agents si le nombre de survivants augmente. Il lui ordonne furieusement d'amener l'homme qui a fait la vidéo. Avec du sang dégoulinant de son visage, le type lui assure qu'il va s'en occuper. Le patron ne veut pas que le sang tache son tapis, alors il ordonne à quelqu'un de le soigner. Le soigneur utilise soudainement un sort et arrête le sang. Après avoir déversé toute sa colère sur les hommes, le patron finit par partir. La scène change pour montrer Woon courant seul dans la nuit. Il s'entraîne depuis 2 mois, depuis le premier jeu. Cela lui a permis de rassembler une bonne quantité d'énergie intérieure, et il est également devenu plus compétent dans son utilisation. Cependant, son plus gros problème est qu'il ne peut invoquer qu'un seul clone avec son énergie intérieure actuelle, et ce, pour une courte durée. En utilisant sa technique d'arts martiaux, il traverse la forêt rapidement et s'entraîne au combat à main nue en utilisant son propre clone. Avec seulement quelques coups de poing, son corps commence à se sentir fatigué, et il se demande si c'est sa limite. Lors de son combat contre Senwirk, il n'avait aucun problème à contrôler 8 clones d'ombre comme il le voulait. Cela lui fait se demander s'il a utilisé trop d'énergie intérieure lors de sa dernière bataille. Il se lève, se disant que bouder ne l'aidera pas, et décide de rentrer chez lui. Cependant, il a un peu faim, alors il se prépare à ouvrir son espace secondaire pour trouver de la nourriture. Avant qu'il ne s'en rende compte, il est téléporté dans la zone d'attente de Clyde Survival. Comme avant, tout le monde parle une langue différente. Seo-won regarde autour de lui pour remarquer des personnes qui ont l'air aussi confuses que lui lors de sa première fois. Pendant qu'il réfléchit, le système remercie tous les joueurs de s'être joints et annonce le début du tutoriel du jeu. Cela le surprend un peu car ils ont sauté le tutoriel la dernière fois. Ju se demande si c'est parce qu'il y a plus de débutants cette fois-ci. Soudain, ses yeux sont attirés par un lycéen assis au sommet de la statue avec une expression calme. Notre garçon détourne rapidement le regard et se dit que le type essaie juste de farmer de l'aura en étant assis là. Il sait aussi que le type a déjà joué à ce jeu auparavant,
ce qui lui fait se demander si c'est quelqu'un comme Nam Sagwang. Pendant ce temps, le système annonce que le nombre total de joueurs pour le jeu sera de 200. La difficulté a été réglée au plus bas, et leur seul but est d'atteindre le top 200. En d'autres termes, ils ne peuvent pas perdre cette fois, quoi qu'ils fassent. Cependant, les récompenses ne seront distribuées qu'aux 20 meilleurs joueurs. En entendant tout cela, notre garçon est excité car il réalise qu'il peut jouer comme un psychopathe puisqu'il n'y a aucun risque d'échec. Une fois que le système a terminé avec le tutoriel, il annonce qu'il s'agit d'un jeu en duo et que les joueurs s'affronteront par équipe de 2. Avec cela, tout le monde est invité à trouver son partenaire et à former une équipe. Les joueurs sans équipe devront jouer seuls. Notre garçon se tient là, pensant à ce que tout le monde recherche lors de la formation de leurs équipes. Étant donné qu'ils se rencontrent tous en même temps, ils n'ont aucun moyen de savoir qui peut être un bon partenaire. S'ils choisissent mal, leur coéquipier pourrait devenir un poids mort. Soudain, il se souvient de ce lycéen et pense à faire équipe avec lui. Cependant, il semble qu'il soit un peu trop tard car le type est introuvable. Après avoir perdu son partenaire potentiel, Seo-won fait de son mieux pour trouver quelqu'un d'autre pour former une équipe, mais tout le monde a déjà rejoint une équipe. Il semble qu'il devra peut-être jouer en solo, mais cela le rend encore plus excité car il se dit qu'il va tous les tuer, quoi qu'il arrive. Le jeu commence enfin, et cette fois, notre garçon n'atterrit pas dans une zone sûre, mais quelque part où il peut trouver de bons objets. Il veut être le premier à atterrir et à tuer quiconque vient après. Puisqu'il est le premier au sol, il parvient à compter les autres qui sont encore dans les airs. Et d'après ce qu'il peut voir, 3 autres équipes ont atterri dans la zone. Sans perdre de temps, il se dirige vers les maisons. Après son premier jeu, il l'a rejoué encore et encore dans sa tête, pensant à toutes les stratégies pour son deuxième jeu. Donc, tout ce qu'il avait à faire était de suivre le plan. Soudain, il remarque un joueur devant lui qui semble être un bleu. Sans lui laisser le temps de réagir, notre garçon saute rapidement dans les airs et le frappe avec son poing imparable, frappe spatiale. L'homme lui demande pourquoi il l'attaque, mais il ne reçoit aucune réponse et se fait frapper par un autre coup de poing, ce qui le met KO. Puisqu'il s'agit du mode duo, il doit porter un coup final au corps, sinon son coéquipier pourrait le ranimer. Juste au moment où il écrase sa tête, son coéquipier apparaît avec une épée géante. Le type semble être un chevalier et frappe Siwon avec son bouclier, le repoussant. Notre garçon admet que l'homme a une force incroyable. Pendant ce temps, son adversaire prend une position offensive et lui demande si c'est lui qui a tué son coéquipier. Le MC réalise que le chevalier est spécialisé dans le combat rapproché. Puisque son poing imparable repose sur ses mains nues, il doit trouver un moyen de gérer les joueurs qui utilisent des armes. Même si ce n'est pas facile, il s'est suffisamment entraîné en utilisant ses clones d'ombre. La simple pensée de l'essayer dans le jeu le fait sourire. Il lève les yeux vers son adversaire et dit que ce sera amusant. Le type charge aveuglément avec son épée, et Siwon fait semblant de vouloir lancer un coup de poing. Juste avant que leurs deux attaques ne se heurtent, il ouvre son poing et incline légèrement la direction de son arme, ce qui modifie sa trajectoire. En même temps, il frappe le bouclier, ce qui crée une ouverture. Sans perdre de temps, il utilise sa frappe spatiale pour créer un trou dans l'armure de l'adversaire. Mais il n'en a pas encore fini car il attrape rapidement son casque et le frappe avec son genou, le brisant en morceaux. En quelques secondes, il a complètement démantelé le type qui saigne maintenant sur le sol. Il lui écrase le visage pour l'achever, et juste comme ça, il a les 2 premiers kills dans le lobby. Ensuite, il absorbe leur QI vital et réalise que le type à l'épée était plutôt fort. Avec une équipe disparue, il reste 4 joueurs dans cette zone. Avant même que notre garçon ne puisse finir d'absorber le QI vital, une flèche perce le mur devant lui, manquant de peu sa tête. Il regarde immédiatement en arrière pour voir d'où elle vient, mais il n'y a personne derrière lui. Quelques instants plus tard, une autre flèche jaillit des maisons, cette fois-ci le coupant au visage. Alors qu'il se demande s'il va y avoir plus de flèches, l'attaquant en lance un tas en même temps. C'est trop pour qu'il puisse esquiver en terrain découvert, alors il court rapidement se mettre à couvert. Alors que le MC se dirige vers les maisons, il se demande si c'est l'archer du jeu précédent car la visée est trop précise. Cependant, la personne ne semble pas si forte, donc ce ne peut pas être Zurishana. Pensant toujours à leur emplacement, il sort de la forêt et monte sur un toit. Si c'était le jeu précédent, il se serait caché dans les maisons et aurait farmer des objets en toute sécurité. Mais cette fois, son plan de jeu est un peu différent car il veut absorber autant de chi vital que possible. Alors qu'il saute sur les toits, une flèche perce soudainement son crâne, lui faisant un trou. Il s'avère que c'était un clone depuis le début, et cela a juste incité l'archer à révéler sa position. Seo-won ne tarde pas à s'approcher de lui et lui donne un coup de pied au visage. Alors que l'archer est projeté en arrière, il le perd soudainement de vue alors que le type disparaît dans les airs. Avec une expression choquée, il réalise que l'archer a probablement une cape de camouflage. La réalisation arrive un peu trop tard car le type est déjà derrière lui à ce stade et tire un tas de flèches. Seo-won parvient à esquiver les flèches grâce à ses réflexes incroyables, mais cela permet à l'archer de s'échapper. Il ne va pas laisser sa proie s'éloigner aussi facilement, alors il saute et commence à le poursuivre.
L'archer court pour sauver sa vie et se sent presque épuisé, il ne faut donc pas longtemps au MC pour le rattraper. Après avoir bloqué son chemin, il lui dit qu'il a commis la plus grosse erreur en l'attaquant en plein jour car il aurait pu utiliser son horloge pour camper et atteindre les meilleurs rangs. Juste au moment où il dit cela, un autre joueur rejoint le combat, et il semble être le coéquipier de l'archer qu'il vient de coincer. Le type regarde Seo-won et se demande où est son coéquipier. Pendant ce temps, l'archer lui crie de le tuer déjà et de s'en soucier plus tard. Notre garçon commence à réaliser qu'il a peut-être fait une erreur en ne tuant pas l'archer plus tôt. Il semble qu'ils doivent les combattre à 2 contre 1. Même avec les chances contre lui, il commence à sourire car il réalise que c'est lui qui a l'avantage numérique. Frère pense qu'il est Jinwoo. Après l'avoir complètement encerclé, les 2 joueurs lancent une attaque conjointe sur lui des 2 côtés. Il esquive rapidement la flèche, et elle frappe presque le propre coéquipier de l'archer. Avant qu'il ne puisse attaquer à nouveau, il utilise sa technique du clone d'ombre et s'enfuit dans la ruelle. L'archer ne va pas le laisser s'échapper si facilement, alors il lui envoie 3 flèches, et chacune d'elles atteint sa cible. Alors que l'archer admire sa propre visée, notre garçon se faufile sur lui par le haut et lui fait littéralement un trou dans la poitrine à main nue. Après en avoir assommé un, il leur dit que ce n'est pas parce que leurs yeux leur disent qu'il est quelque part que c'est la vérité. L'autre pense que c'est un illusionniste puisqu'il utilise ses clones d'ombre pour se battre. Seo-won mentionne que quoi qu'il en soit, il doit quand même le vaincre s'il veut sauver son allié. En entendant cela, le type se précipite soudainement sur lui avec ses épées. Notre garçon relève le défi et opte pour une contre-attaque frontale. Selon lui, la clé d'une contre-attaque est le point d'où vient l'attaque. Dans ce cas, il doit se rapprocher et viser directement l'épaule. Cependant, tout cela est plus facile à dire qu'à faire, car son adversaire est tout simplement trop rapide pour qu'il puisse réagir. Le type réussit à lui taillader le bras et à lui couper la poitrine en même temps avec son autre lame. Tout ce que Siwon peut faire, c'est regarder alors qu'il évite de justesse d'être coupé en morceaux. Le type dit qu'il doit utiliser une sorte de ruse puisque sa lame n'a pas pu couper aussi profondément qu'il s'y attendait. Cependant, cela n'a toujours pas d'importance car il visera son coup la prochaine fois. Le MC sait que le type est trop rapide pour qu'il puisse le contrer, et cela l'inquiète un peu. Il se calme soudainement en se souvenant que ce round n'a pas de pénalité pour être mort tôt. Cela signifie qu'il peut utiliser un mouvement risqué. Son plan est de suivre l'énergie du type et son intention de tuer au lieu de son mouvement. S'il n'y parvient même pas, alors il ne mérite pas vraiment d'être à la première place. Le Seo-won du deuxième round n'était pas le même que celui du jeu précédent. Il s'entraînait avec l'énergie intérieure depuis 2 mois maintenant et avait un talent rare pour l'utiliser. Quand il ouvre les yeux, il est choqué de se voir clouer l'autre type au sol. Son adversaire est également confus et lui demande comment il a réussi à bloquer son attaque ultime si facilement. À ce moment-là, notre garçon a eu l'impression d'avoir franchi un mur. Sans perdre plus de temps, il tue le type, portant son nombre de victimes à 4 et étant le seul joueur du lobby à avoir des victimes. Ensuite, il absorbe son énergie intérieure et trouve un parchemin de guérison dans son inventaire. C'est exactement ce dont il avait besoin pour récupérer et recommencer à Farmer. Malheureusement pour lui, le manteau de dissimulation est un peu endommagé après le combat, ce qui signifie qu'il ne peut pas l'utiliser sans le réparer. Avec cet objet, il aurait pu atteindre facilement les meilleurs rangs. Bien que le manteau ne serve à rien, il décide de le garder dans son inventaire dans l'espoir de le réparer plus tard. En plus du manteau, il trouve également un arc de foudre dans la boîte de butin de l'archer. Alors qu'il ramasse l'arc pour l'essayer, il se dit qu'il n'a pas vraiment ressenti d'énergie de foudre provenant des flèches tirées par l'archer. L'arc est également livré avec un manuel, ce qui signifie que le type n'était pas à l'origine un archer et qu'il a simplement appris à utiliser l'arc avec ce livre. Une fois qu'il a appris le livre, il essaie ses compétences de tir, et à sa grande surprise, cet arc semble être bien meilleur que celui qu'il avait au premier round. Avec 4 joueurs à terre, il ne reste plus qu'une seule équipe dans la zone, mais notre garçon pense toujours qu'il est préférable de farmer un peu avant de partir à leur recherche. Il ne trouve rien de bon dans les maisons voisines jusqu'à ce que ses yeux se posent sur la tour de l'horloge au centre. Les endroits comme ceux-ci sont généralement les meilleurs endroits pour farmer, alors il décide de tenter le coup. La porte d'entrée est fermée, ce qui lui donne un peu plus de confiance car cela signifie que personne n'est entré dans la tour. Pour sa propre sécurité, il décide de fermer la porte derrière lui. Toutes ses attentes sont anéanties lorsqu'il ne trouve rien dans toute la tour. Notre garçon commence à fulminer et dit que le jeu peut vraiment vous gâcher parfois. Alors qu'il blâme le système, il remarque 2 joueurs se dirigeant vers les maisons voisines, probablement à la recherche d'objets. Il se dit qu'il pourrait avoir de bons objets, alors il devrait simplement les éviter. Cependant, il semble qu'il cherche des ennuis alors qu'il les regarde entrer dans la tour. Voyant que la porte est fermée, il pense que personne n'est à l'intérieur, ne sachant pas que notre garçon est au sommet et observe chacun de leurs mouvements. L'équipe trouve un parchemin de guérison à l'entrée et s'enthousiasme. Pendant ce temps, notre garçon descend tranquillement les escaliers, pensant que ce sont probablement de nouveaux joueurs puisqu'ils s'enthousiasment pour un parchemin de guérison. Mon gars littéralement fait de la plongée du ciel sur eux afin de frapper en premier juste parce qu'ils sont faibles. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.